Pas, mais on vit dans un monde que de faux culs et de société de merde. Du coup, bah, les gens, même dans leurs relations d'amitié, bah, ils sont faux culs, en fait, et ils disent pas la vérité, ils sont pas honnêtes, et voilà. Et justement, mettre les coups de ciseaux comme ça, et faire redescendre les gens quand il faut, et être honnête, et mettre des claques, et dire la vérité, c'est comme ça que moi je t'aide. Et c'est paradoxal parce que les gens ils se disent oui on est amis, mais tu lui mens, mais du coup tu l'aides pas. En fait t'es que un connard, tu vois. Bah C'est ouais. justement parce que on est amis et que tu comptes pour moi que je suis comme ça avec toi. Bah oui, et même moi je le ressens que ça me fait vachement plus de bien qu'on me dise la vérité et que quand même moi je j'ai pas les réponses, qu'on me donne des réponses d'un point de vue externe qui soient vraiment sensées et avec des solutions et vraiment des états de faits définis, tu vois. Ça fait vachement de bien, ça permet d'avancer bien plus et avec ça, tu t'es obligé d'avancer vers la vérité et pas vers quelque chose de fake ou imaginaire et du coup être enfermé dans un truc faux en fait. Donc, D'ailleurs sur la vérité, j'ai trop mon modèle de l'univers, il est surtassé de chez surtassé là, il était tassé à 95%, 90 et là il est tassé à 100%, c'est n'importe quoi. Par rapport à tout ouais. ce que je t'ai dit, c'est encore c'est Vas-y. Je suis curieux. On parlera de... Bonjour à tous, on est dans Mind Power, épisode 4 avec Nicolas Carré et on est dans le sujet, donc flemme de faire l'intro. Euh, Tassons l'univers d'abord, ça sera plus intéressant. Attends, mais ça dépend. Si je parle bien, tu laisses. Mais si c'est naze, on coupera. Et on commencera plus tard. Ouais, vas-y. Non, mais du coup, en fait, le monde est que parce que tu es. Si t'es plus, il y a plus Ouais, le monde. Si t'es plus ouais. Jules, si toi qui nous regarde, vous qui nous regardez, si t'es plus, et bah moi je suis plus là, il y a plus rien. Donc ça veut dire que le monde est que parce que tu es. Et donc ça veut dire que le monde est toi et tu es le monde. Et donc c'est aussi, quand je te disais l'autre jour, et bah la vérité, c'est ce que tu choisis. Pardon, ça a bougé. Et en Ouais. fait, il y a pas de vérité absolue. En fait, il y a qu'une vérité, c'est celle que tu choisis. Parce que ton destin, c'est forcément la vérité. Et du coup, quand tu choisis ton destin, tu choisis la vérité. Donc la vérité, tu l'as choisie. Et du coup, bah, le mec qui est convaincu que la Terre elle est plate, c'est sa vérité à lui. Et c'est la vérité. Vu qu'en fait, le monde n'existe que parce que tu es. Pour lui, c'est la vérité. Et il est toi et tu es lui. Et c'est pareil en fait. Et on va dire, mais non, mais il pense faux. Mais oui, mais toi, c'est ce que tu penses. Tu penses que c'est faux. Mais t'as choisi de penser que la Terre, elle était ronde. Du coup, bah, c'est pareil en fait. C'est aussi la vérité. Vu que le monde n'existe que parce que tu es. Du coup, quoi que tu Oui, fasses, quoi que tu choisisses, on est tous dans le vrai. À partir du moment où t'as choisi et t'as fait de ton mieux et que t'as accompli ton destin, Hmm. t'es dans le vrai tout le temps, forcément. Est-ce que Ouais, y a tu pas de captes? doute. Bah, moi, ça me fait penser à déjà, je pense, donc je suis. C'est vu que j'ai la capacité de penser et de me conscientiser à partir de la conscience. J'ai conscience de moi, j'ai conscience de moi-même. Donc, je pense, donc je suis. Je sais que j'existe. À partir de là, tu es ton monde. Du coup, le monde est toi, effectivement. Donc là, je suis d'accord. Et après, du coup, la deuxième chose qui est hyper intéressante, c'est la notion de choix. Je fais mes choix pour mon monde, dans ma vision du monde, tu vois. Donc on vit à travers notre vision du monde, tu vois, et à travers nos choix. Et c'est encore une fois ce qu'on disait la dernière fois, tu vois. Donc tout se recoupe finalement, tu vois. Et et je pense que effectivement, tant que t'es là à faire tes choix dans ta vision du monde, bah tu vis. Et ouais, Du coup, c'est facile. je...
Bah, du coup, Et, pour avancer, c'est facile, il et suffit tu de peux faire me des dire, mais choix. non, mais je suis pas d'accord avec moi parce que truc, truc, truc. Mais parce que t'as choisi truc, truc, truc. Et si t'as choisi truc, 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 t'es dans le vrai. Et vu que le monde n'existe que parce que tu es, bah c'est bon. On est d'accord sans l'être. Oui, donc chacun, en gros, chacun a ses propres choix et a ses propres visions du monde. Et chacun est dans son vrai, on va dire. Mais oui, mais son vrai, c'est lui, il est tout. Et il est moi, il est un. Et il est en même temps rien du tout. Du coup, bah oui et non. C'est pareil. Hmm, oui, par exemple, toi qui dis, ouais, t'es un débutant. C'est ta Oui, vision. C'est ta oui, vision, ok? oui. Ouais, c'est un bon exemple, parce que c'est ta vision. Moi, j'ai le droit de choisir de est-ce que je le crois ou pas. Est-ce que je crois sa vision ou pas. Oui. Si je crois ta vision, on a les deux mêmes visions, mais en fait, tout part de mon choix de croire ou non ta vision, tu vois. Oui. Et dans tous les cas, ça sera vrai pour moi, parce que si je crois ta vision, bah, je me dis, ok, je suis un débutant, Hmm. et c'est dans le vrai. Et si je te crois pas, bah, dans ma vision, pour moi, je suis pas un débutant, et je suis dans mon vrai à moi. Donc, de Mais toute ton vrai à manière, toi, il n'y a pas de, y a pas de son vrai à soi en fait, vu que le monde n'est que parce que tu es, il n'y a qu'une vérité. C'est pas, en fait, c'est justement ça dans le truc, c'est que dans l'absolu, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle et de sa vérité, il y a juste une vérité. Qu'est la tienne sans être la tienne, qui est absolue sans être absolue, mais il y en a qu'une. Mais oui, du coup, quoi que tu choisisses, si tu choisis et que tu fais de ton mieux et que tu accomplis ton destin, bah, c'est forcément la vérité. Et du coup, bah, c'est ce que tu choisis. hmm. Et tu vas me dire, non, je suis pas un dégoûtant, je suis Victor Kamenov. Bah ok, c'est bon. Malgré que moi, et moi, si je te dis non, t'es un débutant, mais c'est bon aussi. On est tous les deux dans le vrai. Parce que pour moi, la vérité, c'est ça. Ok? Si moi je suis plus, t'es plus là. Et symétrique, toi, dans ton monde, eh bah t'as choisi d'être Victor Kamenov, donc c'est vrai. Et puis, bah point, parce que si t'es plus là, moi je suis plus là. Waouh. Et du coup, C'est bon, tout. est-ce que t'as fait la connexion dans ton cerveau là? Ouais, mais du coup, c'est en train de bugger dans le cerveau parce que Mais non, y a pas de bug. parce que tout est vrai, tout est Mais vérité oui, du coup, mais oui. et tout ne l'est pas en même temps. Oui, oui. Et là, vous qui nous écoutez, ils sont en mode, mais non, mais dites n'importe quoi et trucs, machin. Moi, je pense que si ça truc, mais c'est bon. Si tu penses que si ça truc, parce que si toi t'es plus, moi je suis plus. Donc c'est forcément vrai ce que tu penses. Vous avez choisi ce que vous avez bah, choisi en fonction de votre truc et tout. Et si vous avez fait de votre mieux et que vous avez accompli votre destin, c'est forcément vrai ce que vous pensez. Du coup, bah, je suis d'accord avec vous en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Je... La dernière fois, je parlais de l'indifférence du monde par rapport à nous, tu vois. C'est-à-dire nous qui conscientisons le fait n'avoir aucune réponse du monde face à toutes nos questions, tu vois. Oui, Et il y a un ami à moi qui a écouté le podcast et qui m'a dit ça me fait vachement penser à l'étranger de Camus, qui parle vraiment de cette notion de certains êtres humains qui se sont réveillés, qui ont été face à un certain éveil euh, euh, philosophique, peu importe, euh, et qui finissent par se dire voilà, en fait, euh, tout.
tout n'est qu'un, mais tout n'est que zéro aussi, genre rien n'a d'importance. Et face à toutes mes questions, j'ai aucune réponse à l'univers. En gros, l'univers est silencieux face à toutes mes questions, tu vois. Donc j'ai aucune réponse à mes questions, donc je me sens seul. Donc plus rien n'a d'importance en fait, et rien n'a d'importance en fait. C'est que mes choix qui donnent de l'importance à ce que je choisis d'avoir de l'importance. Et, euh, et apparemment, en fait, cet état mental, il est relaté dans L'étranger d'Albert Camus. Donc j'ai vraiment envie de relire ce bouquin. Euh, et pour ceux qui l'ont lu, je vous le conseille du coup. Je l'avais lu il y a longtemps. Et, euh, et il donne des solutions face à cet état de pensée. Et, qui n'est pas forcément le suicide. La première des solutions pourrait être le suicide, mais il y a une deuxième solution qui serait plus une solution d'élévation et de choix différents de ce premier choix. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ça peut être intéressant. Et oui, Et aujourd'hui, et du coup, quand tu arrives à avoir un état de conscience où tu comprends que si tu arrives à vraiment visualiser et à conscientiser tout l'univers, tu te vois toi et bah même frère limite une projection astrale, et ben tu t'aperçois qu'en fait t'es tout. Et quand si t'es dans un état où t'es tout, bah tu t'aperçois où bah t'es rien parce que déjà toi bah t'existes plus, mais en même temps l'unité c'est aussi le rien du tout. Et voilà. Du coup, t'es tout et rien à la fois, c'est un et zéro. c'est Et je suis ça. la lampe, je suis le caillou, et c'est la même chose, c'est pareil. C'est quand tu fusionnes, c'est partout pareil. Quand tu fusionnes avec tout ça. Tout est signifiant et insignifiant à la fois. Mais oui, Et c'est ça qui est magnifique parce que il y a aucune limite et en même temps il y en a partout. mais Tu du coup, vois? oui. Là, quand tu comprends tout ça, tu vois que absolument rien n'a de sens. Mais genre, vraiment, hein, quand tu comprends et que tu conscientises tout l'univers et les gens, le monde, tout, les émotions, l'ego, la Terre, les éléments, les planètes, les étoiles, les énergies, tout ce que tu veux, ça a aucun sens. Et du coup, sauf au moment où tu comprends, et je te le souhaite, le but et le sens de ta vie. Une fois que tu as compris ça, bah c'est bon. Mais tant que t'as pas compris ça dans ta vie, que tu sais pas qui tu es, et bah ça aura forcément jamais de sens. Et la seule solution, ça peut que être bah, le suicide. En fait, tu t'en fous. Tu deviens un légume. Mais perdez pas espoir parce que vous avez tous un sens et un but à votre vie. Et bah, le jour où vous le trouverez, et bah, tout ça, ça sera facile. Sauf si vous voulez vivre dans le déni. Mais je suis pas sûr que votre destin, ça soit de vivre dans le déni. Hmm. Et pour toi, Voilà. ça s'apparente à trouver la réponse à qui je suis, d'où Bah je oui, viens, où je oui, vais. oui, bah, complètement. En fait, tu sais tout. Si tu connais le sens et le but de ta vie, c'est c'est trop facile en fait. C'est bon. Tu sais, tu comprends le monde, tu comprends l'univers, tu comprends tout ce qui t'arrive. Et tu comprends pourquoi est-ce que tu vis tout ce que tu vis, tu fais tout ce que tu fais, pourquoi tous les gens ils t'entourent, pourquoi est-ce que tous les gens qui t'entourent et que tu connais, ils sont comme ça eux aussi. En fait, tout est 100% clair, un milliard. Hmm. Parce que d'un côté très rationaliste, face à cette question de qui je suis, d'où je viens, j'ai écouté un podcast du précepteur avec Delavier, donc du coup qui fait référence à la base des bases de l'être humain et face à cette question il va commencer à réfléchir en se disant bon bah euh, je viens de l'éveil voilà de Delavier pour ceux Je qui l'ai veulent pas lu, j'ai lu que s'instruire 10 un pages peu. et j'ai essayé de m'y mettre, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps, ça me saoule. Et ça arrive que j'aimerais Ah, beaucoup lire. Vas-y, continue. ça viendra quand ça viendra mais mais face à cette question de qui je suis
de Lavier va te dire bon bah voilà, je suis quoi, un être humain, quels sont quelle est ma descendance en fait, je viens d'où, je suis à la base un singe, un Européen, voici mes ancêtres qui expliquent mon ADN, ma génétique, pourquoi je pense comme je pense, et en fait je suis totalement influencé par mes ancêtres, comment ils ont pensé, comment ils ont été faits, etc., etc. Ça, c'est la réponse très scientifique, en fait, de qui je suis. Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, on a aussi envie de savoir qui je suis, mais juste moi, mon identité, tu vois, sans forcément la lier à tout ce côté généalogique, en fait. Parce que c'est bien beau et on le comprend et c'est scientifique et tout ça, mais ça ne donne pas non plus tes réponses sur ton être à toi, à 100%. Et on peut se retrouver dans le flou et être perdu en se basant uniquement sur je suis comme ça parce que mes ancêtres sont comme ça, tu vois. Et du coup, il y a cette petite. Moi, je le ressens en tout cas, tu vois, cette petite différence entre une réponse qui est totalement scientifique de données, d'explications par A plus B de voilà qui je suis, d'où je viens, tout ça, et une zone de flou en fait qui manque, tu vois, sans réponse de voici pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi j'ai tel niveau, pourquoi j'ai tel truc. Et il y a quand même une zone qui reste totalement floue de je conscientise le monde, tu vois, j'ai conscience de cette notion d'infini, de capacité illimitée, de tout ça, et d'un autre côté, je suis comme enchaîné à ce que je suis, tu vois. Peu importe mes choix et mes efforts, et qui font que j'arrive peut-être petit à petit à me libérer de certaines chaînes, mais mais en gros, c'est comme, tu vois, c'est l'esprit qui est vraiment en train de voler vers les cieux et vers l'infini et qui voit le paradis et le potentiel infini, tu vois, et les bras qui essayent de les atteindre, mais qui sont quand même enchaînés sur Terre, tu vois, et à des choses qui te tirent vers le bas, à ton fardeau de qui tu es, comment ton corps est, comment tu réagis, comment tu vois. Et, et ça c'est dur, tu vois. Ça, c'est un truc qui est très présent, en fait, en moi, en tout cas, tu vois. Il y a vraiment cet esprit libéré et qui sait, qui voit loin, qui rêve, qui espère, qui même le rend réel, mais dans la tête. Et ce corps enchaîné aux enfers, en fait. Et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde finalement, mais et que le chemin à faire en fait, c'est de porter son fardeau et d'avancer. Et c'est la seule solution. Parce que si on n'avance pas, on finit aux enfers. Et si on avance, on a au moins peut-être une chance de se libérer de ces chaînes et, euh, et de monter au paradis, tu vois. Mais et tu vois, est-ce que toi aussi t'as cette sensation cette dissonance entre cet esprit et ce corps? Alors du coup, t'as Est-ce- dit des mots, t'as dit enfer, paradis. Bah, du coup, j'ai une question pour toi. C'est bon, je l'ai trouvé. Parce que ouais, il m'a dit Jules, Nico, il me faut me poser une question pour les podcasts, tu vois. Et j'avais pas de question. Du coup, maintenant, j'ai une question. Et en fait, et en plus, je t'avais pas dit, mais d'ailleurs, j'étais sous la douche. Je me suis dit, mais en fait, depuis hier, j'y pense. Et j'étais en mode, putain, qu'est-ce que je peux lui demander comme question, truc, machin. Et je me suis dit, je fais de mon mieux, tu vois. Et je savais que j'étais en train d'accomplir mon destin et je me faisais pas trop de soucis sur le fait que j'allais trouver une question. Et donc j'ai mis ça de côté, j'ai oublié. Et là, bim, comme par hasard, j'ai une question. Bref. Et oui, après, tu deviens aussi fort comme ça dans la vie. Et du coup, bah moi, c'est pas la vision que j'ai des choses, mais du coup, en fait, t'as l'impression que bah c'est bien le pragmatisme, le de la vie et compagnie, mais t'as l'impression qu'il te manque une case pour avoir l'équation complète. C'est ça. Hmm. Moi, j'étais un peu j'étais un peu ouais dans ton cas aussi. Et bah, pas dans la même vision des choses non plus. Et ce qui m'a aidé à faire le lien et à vraiment compléter l'équation,
Donc il y a le pragmatisme, il y a ce truc que je cherche un peu spirituel, on va dire, qui me manque. Et le lien à faire entre les deux, moi, ce qui m'a aidé, c'est la notion d'ego. Et quand j'ai allié tout ce bloc-là, j'ai accédé au sens et au but de ma vie. Et là, mon gars, c'est tassé de chez tassé. Et du coup, en fait, c'est un Lego. En fait, genre, t'as une âme, et l'ego, c'est la couche de filtre qu'il y a devant cette âme, et c'est ce qui fait interagir cette âme avec l'univers et le monde qui nous entoure. Et donc, l'ego, c'est tout l'ego, c'est que les émotions. Enfin, ouais, ça, moi, je le fais aller aussi un peu plus loin, c'est aussi le corps physique, mais on va parler que des émotions. Et du coup, en fait, c'est genre, j'ai un stimuli, j'ai une chose qui m'arrive à moi, je vais réagir d'une certaine manière, je vais avoir certaines émotions, je vais être content, je vais être joyeux, apaisé, j'en sais rien, machin. Une autre personne qui a un ego qui est forcément différent, vu qu'elle est différente de moi, mais en même temps, elle est moi et je suis elle, bref. Et bah, elle va réagir à sa manière, parce qu'elle a un ego qui est différent. Et en fait, cet ego, on peut faire plusieurs choses à faire. On peut, il y a des gens qui ont beaucoup d'ego, donc en fait, il y a la taille de l'ego. On voit, il y a des gens, Mhm. à peine tu leur parles, tu te dis un truc, ça part dans tous les sens. Et il y en a d'autres, tu leur dis la même chose, ils sont en mode, il y a moins d'émotions ou de réponses. Donc ça, c'est la taille de ton ego. Ensuite, il y a la malléabilité de l'ego, c'est-à-dire la capacité à modifier son ego, le rendre malléable. Il y en a toute leur vie, ils auront le même ego. Et il y en a d'autres, et bah, ils réussiront à comprendre que remettre en question leur ego et se remettre en question soi et changer un petit peu son ego et ses réactions et ses émotions indirectement, mais ça se fait plus ou moins tout seul par rapport à certains stimuli, des choses qui nous arrivent dans la vie. En fait, se remettre en question, et bah, c'est notre capacité à rendre notre ego malléable, à le modifier. Et le troisième truc, c'est se détacher de son ego. Et donc, quand tu te détaches de ton ego, et bah, c'est là où tu deviens tout. Parce que tu vois les choses et tu interagis avec l'univers tel qu'il est vraiment. Il n'y a plus de filtres qui te font interagir avec l'univers. Et en te détachant de ton ego et en l'enlevant, et bah là tu vois le vrai, tu vois vraiment ce que c'est le monde, la vie, les gens, le tout. Et du coup, c'est là où tu deviens tout et en même temps rien. Et du coup, ce truc-là, ça m'a aidé à faire le lien avec cette notion un peu plus, on va dire, spirituelle que je te disais tout à l'heure. Et après, ce bloc-là, là, une fois que je l'ai bien compris, et que j'ai fait des allers-retours dans tous les sens, machin, que j'ai bien tout tassé, hop, j'ai compris le sens et le but de ma vie. Et hop, là, c'est... Voilà. Du coup, c'est cette notion d'ego, en fait, qui m'a permis de comprendre ça. Hmm. Bah, en tout cas, moi, de manière de mon expérience personnelle, je sais que mon ego devient de plus en plus malléable déjà grâce à notre relation. C'est un truc dont j'en suis sûr, tu vois. L'exemple, les gars, que je prenais tout à l'heure de t'es un débutant, en fait, c'est juste on parlait avec Nico de street, de mon niveau, de trucs. Et à un moment donné, t'as Nico qui me dit non, mais je t'arrête tout de suite, en fait. Euh, est-ce que tu te vois comme un débutant? Et moi, je dis euh, pas vraiment, parce que j'ai plusieurs années de street derrière moi, tu vois. Mais c'est vrai que je suis loin encore d'avoir un niveau d'élite, tu vois, malgré mes années de street. Et il me disait, mais pour moi, t'es un débutant bizarre, en fait. Tu vois, t'es un débutant qui a côtoyé des gens forts très tôt et qui a essayé d'expérimenter toute l'optimisation que font les gens forts euh, très tôt, en fait, trop tôt par rapport à mon niveau que j'avais. Du coup, j'ai perdu du temps d'une certaine façon, même si d'un côté, j'ai gagné un background d'expérience et de données très conséquentes qui font que maintenant, si je veux le faire, j'ai déjà un gros background, tu vois. Mais ça n'a pas changé mon niveau pour autant, tu vois. Et du coup, là, t'es face à ton ego, tu vois. T'as ton ami qui te dit, ouais, t'es un débutant, mon gars. Et t'as plein de gens qui pourraient réagir en mode,
ne pas le prendre au sérieux ou se dire ouais, c'est bon, tu vois. Et non, moi, tu vois, les, pour moi, les paroles de mes amis sont des paroles sensées, tu vois. Donc j'analyse le truc, tu vois, et je mets l'ego de côté et je dis ouais, en fait, ouais, totalement, grave. Donc go faire les choses dans l'ordre et mettre son ego de côté, c'est hyper important. Et je pense que, que grâce à cette relation, j'apprends à avoir un ego de plus en plus malléable et à le mettre de plus en plus de côté, en fait, finalement. Et ça marche bien. Honnêtement, ça marche bien. Ça, à mettre son ego de côté, les gars, ça peut vous faire step up énormément, hein. N'hésitez pas, on s'en fout de la honte, on s'en fout de ce que pensent les gens. Euh, Mettez votre ego de côté, ça vous fera avancer énormément, énormément. C'est hyper important en street. Attends, je te pose maintenant la question ou Hmm. pas? Ouais, vas-y. Bah du coup, est-ce Oui, que tu crois pardon. en Dieu? Ouf. Ouh. En fait, ça m'a fait penser vu que t'as dit les mots enfer et paradis. Alors, bon, moi j'ai utilisé les mots enfer et paradis parce que je trouve que c'est un truc dont tout le monde peut se référer assez facilement. Et quand on entend la notion de paradis, on voit ce truc qui est dans les airs, aérien, inaccessible, mais qui semble parfait, en tout cas totalement utopique, et ces enfers qui sont vers le bas, qui sont rouges, pleines de sang, qui sont les pires choses qui peuvent arriver au monde, quoi. Et du coup, quand je prends un exemple, c'est vrai que ce genre d'exemple, c'est très simple de se l'imaginer, vu qu'on est quand même dans un pays où la religion catholique, bah, elle a été plus que dominante et c'est assez facile de se le référer. Moi, je ne pense pas, je ne pense pas croire en Dieu. Euh, je crois en l'univers. Je crois en l'univers, tu vois. J'aime, par contre, tout ce qui est l'art en relation avec la religion, genre tout ce qui est fresques, peinture, euh, cathédrales, euh, bâtiments architecturaux liés à la religion, je trouve ça magnifique. Les tableaux des enfers, les tableaux du paradis, tout ça, c'est... J'adore. Et toute la notion de spirituel qu'il y a à côté, en fait, tout ça, ça fait partie de l'être humain pour moi aussi. Et, et je m'y réfère et il y a plein de choses intéressantes à prendre là-dedans, je pense. Mais en termes de est-ce que je me raccroche à un dieu pour avancer dans ma vie? Non, je me raccroche envers moi-même. Tu vois, c'est moi qui fais mes choix. C'est voilà. Après, j'aime croire aussi que voilà, il y a cette notion de destin, mais qui est liée à mes choix. Est-ce que mes choix sont mes choix ou est-ce que euh, ils sont influencés par la causalité? Bah, je vous laisse lire Berserk en fait pour croire ce que vous voulez. Mais moi, je me vois plus comme Guts dans Berserk qu'autre chose, ouais. Et peu importe ce qui arrive, en fait, c'est la finalité, elle est la même. C'est que il arrive quelque chose, c'est à moi de faire mes choix et d'avancer. Donc, euh, donc je crois plus en moi que en quelqu'un d'autre que je connais pas, ouais. Après, ça m'arrive des fois de faire des prières, tu vois. Mais est-ce que je prie pour un Dieu ou est-ce que je prie juste pour moi, tu vois? Et qu'est-ce que ça veut dire prier, en fait? Euh, pour moi, en fait, on est tous avec notre propre Dieu, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je suis avec mon propre Dieu, ou qui est peut-être c'est pas un dédoublement de personnalité non plus, tu vois. Mais c'est que des fois, je peux être là à prier pour avoir passé une bonne journée, pour remercier que ma famille aille bien, que je vais bien, que mes projets avancent bien, que espérer la bonne santé à ma famille, à mes proches, à mes amis, la réussite, tout ça. Et je prie, mais est-ce que je prie un Dieu ou c'est juste pour moi? Peu importe. Mais je pense que ça s'apparente plus à une notion de gratitude, en fait. Avoir conscience de cette gratitude, tu vois, de ce qu'est la vie
Et, euh, et en fait, je remercie la vie. Et des fois, ouais, souvent, je peux prier pour remercier la vie, tu vois. Mais j'apparente pas ça non plus à je prie pour Dieu ou pour un tel, tu vois. Mais j'ai cette notion de gratitude très présente, en tout cas, ouais. Ouais. Existe-t-il en ce monde la main de Dieu, une loi qui transcenderait tout et disposerait du destin des hommes? Quoi qu'il en soit, les hommes ne sont même pas maîtres de leur propre volonté. C'est ce qu'il y a au début de chaque épisode de Berserk. Et tout à l'heure, en plus, quand t'as parlé, je me suis dit, non mais alors lui, mon gars, il me parle de fatalité et tout, il se prend pour Guts, je l'avais senti, mais je l'ai pas dit. Et parce que je me suis dit, je vais dire Berserk, il va me spoil ce con, donc attention, attention, attention. Mais ouais, voilà, c'est plus. Et ouais, putain, faut que je lise Berserk. Alors moi j'en suis au 34e tome là Ok. de la lecture. Je crois qu'il y a 42 et il me reste à peu près 8 tomes, un truc dans le genre. Et tu vas Mais toujours à la bibliothèque, des trucs comme ça? je les achète. Ah, t'achètes maintenant? Je les achète, ouais. Ouais, ouais. Bah généralement j'en reçois pour mon anniversaire, tu vois. Donc ça avance petit à petit. J'aime bien parce que c'est des 3-5 tomes parsemés tous les 6 mois, tu vois. C'est bien aussi parce que ça laisse 6 mois Oui, c'est à vrai. ton cerveau pour avancer dans ta vie et Hmm. dans ce que peut t'offrir l'œuvre. Parce que Putain. bouffer l'œuvre en un mois, c'est pas drôle en fait. Parce que. Bah oui, bah c'est te- ce que je voulais faire, mais en fait là tu me fais hésiter, du coup, Bah ouais. oui, parce que ton cerveau il burn Bah non, out mais et t'as puis raison. t'as pas le temps d'encaisser toutes ces informations et tous Putain, mais je ces vais trucs de avoir Berserk lu dans... grandeur. Mais non, mais oui. Il faut que Berserk, ça soit l'œuvre d'une vie, les gars. Faut que le dernier tome, vous le lisiez avant de mourir. Et vous vous dites, ok, c'est bon, je peux mourir. Vous voyez? Mais en fait, pour ceux qui n'ont pas lu Berserk, Pas de il y a spoil, un, hein. Pas de il y a spoil. pas, il y a pas de spoil. Il y a aucun spoil. Il y a juste, il y Moi a j'ai un, vu série 97, ok, Berserk pour moi c'est ça, pas de spoil, Jules, ok? ok. Mais je veux juste vous avertir qu'en fait, si vous vous lancez dans cette aventure, il y a un vous avant Berserk et il y a un vous après Berserk. Voilà. Je vous préviens juste de ça, ça va changer votre vie et vous serez plus le même. Mais euh, pour tous ceux qui aiment ces notions de causalité, de fatalité, de destin, euh, lisez Berserk, c'est l'une des œuvres les plus abouties, selon moi, et les plus marquantes de notre époque. Mais en plus, de toute Et façon, tu petit... connais l'histoire, toi. Oui. Oui, là juste tu lis en mode un peu Mais plus alors, détaillé le je manga, quoi. connais, mais je connais pas la suite, là, hein. Sur les derniers tomes, je suis dans l'inconnu. J'ai pas été spoilé, je suis... Mais t'as pas vu la série, la nouvelle adaptation flinguée? Si, c'est la suite, mais moi, j'ai déjà dépassé cette suite-là dans les Ah, tomes. parce que ça termine pas le manga? Ah, mais non, D'accord, on en est loin. ok. Le manga n'a pas du tout été fini en termes d'adaptation animée, ouais. Ok, d'accord. Et genre la série 97, c'est un tiers, un quart du manga en fait. Bah ouais, parce que c'est jusqu'à l'Apocalypse, Ouais, voilà, d'accord, ok, ok. ouais. Ça va. Non, non, franchement, il y a... Et puis ça évolue, ça fait que d'évoluer, donc c'est hyper Ouais. intéressant. Mais, euh, Mais tout ça, ça m'amène aussi à parler. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la loi de l'Hormèse. Alors, qu'est-ce que Super, on c'est n'a la plus loi de de temps. l'Hormèse? Vas-y. On a fait zéro sujet et une question pour Jules. Bon, voilà, hein. Est-ce que tu voulais rajouter encore quelque chose là-dessus? Oui, vite fait. Vas-y, on termine parce que pendant qu'on y est là. Du coup, en fait, je vous explique. On est des âmes, ok, qui sont injectées dans de la vie. Et si tu accomplis ton destin, et bah, en fait, tu vois, c'est un peu comme un jeu. Et bah, ton âme, elle step up, tu vois. Et en fait, si t'accomplis pas ton destin, donc tu fais de la merde, et bah, après, tu vas être réincarné en poule. Et si en poule, tu continues de pas accomplir ton destin et de faire de la merde, tu vas être en ver de terre.
Et après, le ver de terre, tu vas être en insecte nul et tout, tu vois. Mais si en insecte nul, tu commences à accomplir ton destin, et après, tu refais poule, puis la poule, t'as trop bien géré ta vie, du coup, après, tu passes, allez, humain, délinquant, et puis après, un peu mieux et un peu mieux. Du coup, en fait, c'est ça. Et, en fait, et puis après, au bout d'un moment, quand t'as vraiment fini le game, c'est genre tous les Bouddhas, les Jésus et compagnie, ils sont dans leur coin VIP, en fait, tu vois, là. Et ils sont, hey, genre, on est bien, tu vois, c'est bon, ils sont même plus envoyés, ou alors ils sont envoyés pour vraiment des missions, tu vois. Et voilà. Et puis tous les autres, et ben, ils essayent de step up, et voilà. Par exemple, mon chien, là, qui est un fou, et bah, je suis sûr, avant, c'était vraiment un petit délinquant, il a fait n'importe quoi. Et du coup, aujourd'hui, mais ça se ressent dans son comportement, c'est un petit con, lui. Et du coup, bah, il s'est incarné en chien, et ça y allait. Mais là, ça va. Je pense qu'il accomplit bien sa vie de chien. Du coup, la fois d'après, il devrait repasser humain, tu vois. Et ça devrait être pas mal. Tu crois en la Et, réincarnation de l'âme? et du coup, oui, en fait, pour moi, c'est ça. Et puis bah voilà, peut-être après en fait, c'est pas obligé que tu sois renvoyé tout de suite, tu peux être renvoyé 100 ans plus tard. Enfin, on s'en fout en fait, c'est comme voilà, il y a des trucs des âmes qui se baladent qui sont envoyées dans de la vie, c'est si t'accomplis, tu step up, tu t'XP dans le jeu en fait. Et si t'accomplis pas, bah tu régresses ou tu stagnes. Et en fait, bah c'est ça aussi, c'est que ce à quoi t'es confronté dans ta vie, et bah c'est possible que t'y sois confronté encore plus fort parce que dans ta vie d'avant, t'as pas réussi à accomplir ton destin et à franchir ces étapes-là. Du coup, tu es confronté encore plus fort dans ta vie là pour que, putain, faut vraiment que tu comprennes. Tu vois, c'est ça le truc. Hmm. Voilà. Ok. Et du coup, pour parler de cette loi de l'Hormèse, ça suit un peu tout ce qu'on vient de dire en fait. Mais qu'est-ce que c'est pour ceux qui le connaissent pas? C'est l'hormèse est une réponse de stimulation des défenses biologiques généralement favorable à des expositions de faibles doses de toxines ou d'autres agents ou phénomènes générateurs de stress. En gros, c'est un concept qui consiste à exposer l'organisme à une situation de stress physique pendant un temps très court, dans la limite de sa capacité adaptative du moment. Petit à petit, cette limite va changer par la pratique et le corps sera de plus en plus résilient. Donc, en gros, la loi de l'Hormèse, elle dit à notre corps de se renforcer et d'augmenter son adaptabilité lorsque l'on pousse un peu au-delà de ses limites habituelles, de façon choisie et de manière limitée dans le temps, avec ensuite un repos suffisant. Tout organisme visant exposé ponctuellement à un stress ou à une contrainte physiologique qu'il sort modérément de sa zone de confort et suivi d'un temps d'intégration suffisant va voir sa capacité adaptative augmenter. En faisant vivre à notre corps de légers stress physiques, celui-ci va y répondre en développant sa force intérieure et sa vitalité. Très intéressant. Très intéressant, puisque c'est la base de la vie et la base de la progression et dans le sport. Et donc, le principe est simple, c'est vous faites un stress, vous faites un entraînement, vous arrivez à votre limite, à votre échec, chut, réponse du corps, repos, reconstruction, chut, pour que le prochain stress, plus ou moins fort, soit encaissé, que la limite qui était là soit montée un peu plus haut pour que vous puissiez aller un peu plus loin, etc., etc. Donc en fait, c'est un cycle. C'est un cycle infini. Est-ce qu'il est infini ou pas? Normalement, oui. Du coup, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que on a des limites dans notre progression, dans notre niveau ou pas? Euh, Ça, c'est intéressant, tu vois pas. Il y a les gens qui disent, ouais, il y a ta limite nati et après tu progresses plus et tu te charges. Tu vois, pour les mecs de muscu ou quoi, tu vois. Est-ce que c'est pareil en street? Est-ce qu'on a une vraie limite de figure? Genre, est-ce que ta capacité de ton corps, de qui tu es, ne pourra pas excéder 13 presses? Et, ou est-ce que la loi de l'Hormèse est vraiment infinie? Et est-ce que, en fait, tu peux monter à indéfiniment, tu vois? Est-ce qu'un jour, il y a un mec qui va faire 100 presses?
Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Est-ce que tu crois qu'il y a une limite à ce mécanisme, à ce cyclage de loi de l'Hormèse, tu vois? Bah, Est-ce en qu'il y a, fait, il y a- il y a- il y a une capacité limitante à un moment donné, physiologique, biologique? c'est un peu comme il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. En fait, c'est une courbe parabolique, logarithmique, mais elle n'a pas de limite en soi. Parce que, bah, il me semble, si je dis pas de conneries, la limite de log en plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais du coup, en fait, c'est hyper lent. Et du coup, en fait, ce qui va te limiter, c'est d'autres facteurs. C'est qu'en soi, la progression est infinie, mais ce qui limite, c'est d'autres trucs. Et c'est ça, genre, tu te dis ouais, il y a la limite nati, et après, il faut se doper pour progresser. En fait, non. Si tu fais bien les choses et tout, tu vas progresser bah, presque toute ta vie. Allez, on va dire jusqu'à 50 ans. Mais en fait, au bout de 5 ans de muscu, si t'as bien fait les choses, truc machin, bah, tu vas prendre. Si tu fais pas de sèche et que tu es en constante PDM proprement et en vraie prise de masse propre et pas des trucs des jeunes là d'aujourd'hui de TikTok et d'Insta là, de mes couilles. Et tu vas prendre, oui, 1 kilo, 500 grammes par an et puis au bout de 10 ans, en fait, tu vas prendre 200 grammes de fibres musculaires par an sur tout le corps. Et tu vas continuer de progresser comme ça toute ta vie. Mais en fait, nous, on a dit, ah ben non, 500 grammes par an. Je dis qu'en fait, c'est comme si c'était rien du tout, donc j'ai atteint ma limite. C'est ça le raisonnement qui est Hmm. fait. C'est-à-dire que voilà, à ta 30e année de muscu, tu auras pris 100 grammes de fibres musculaires, 50 grammes de fibres musculaires sur toute une année réparties sur tout ton corps. Tu auras progressé. Et tu continues de progresser. Et c'est infini comme ça. Et je te dis, c'est une courbe log en fait. C'est plus t'avances, plus ça se ralentit. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est d'autres facteurs qui te limitent, c'est-à-dire bah, que t'es pas immortel. Si on était immortel, même avec une courbe log, on aurait une progression, on pourrait avoir n'importe quel, on aurait des chiffres infinis, genre 100 presse, 1000 presse, ce que tu veux. Mais du coup, on est mortel. Et il y a d'autres facteurs aussi qui rentrent en jeu. Bah, au bout d'un moment, c'est l'usure du corps, c'est l'inflammation, tout ça. Donc en fait, c'est pour ça que pour avoir des records, bah, faut être cheater génétiquement pour démarrer très haut, plus avoir quelqu'un d'expérimenté qui nous coach, qui nous fait bien faire les choses, pour éliminer ce facteur de je perds mon temps à apprendre des trucs qui font de la merde, direct je fais bien, et là tout est optimisé, et donc tout là, bah voilà, c'est là où on arrive direct au niveau le plus haut possible. Mais non, en fait, il n'y Ouais, a en pas fait. de... ce Hmm. qui va te limiter dans ta capacité de régénération, tout ça, au bout d'un moment, oui, tu vieillis, et c'est la santé, et machin. C'est pour ça que je dis c'est Ouais, d'autres facteurs, en fait. c'est le temps. C'est le temps. Ouais. On est limité par le temps, en fait, hein. Mm. C'est le facteur temps qui est le plus, qui nous limite le plus, en fait. Mais effectivement, tant que tu appliques les données, il n'y a pas de raison à ce que la loi ne marche plus, hein. Euh, donc, c'est le temps. Et puis, ouais, comme tu disais, c'est aussi tous ces trucs physiologiques tu produis moins de testo, avec l'âge, t'es plus fatigué, t'as moins de temps, tout ça. Mais en soi, cette loi, elle te tend vers l'infini, quoi. Vers l'infini. Est-ce que tu penses que, est-ce que tu penses qu'on a atteint les records du street ou est-ce que tu penses on peut encore aller plus loin par rapport aux Dopé records ou de pas dopé? presse? Alors, on pourrait en parler ça aussi, mais en fait, il n'y a pas tant d'athlètes de street dopés, hein. Non, mais alors là, ok. Je vais te renvoyer un coup de ciseau, là, comme tu m'as dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le street, là, comme par magie, ça serait le seul sport où il n'y aurait pas de dopage? Bien sûr que si, il y en a. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? On sait pas, on saura jamais vraiment et on le saura, voilà, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, comme ça l'a fait avec la muscu, où bah là, ça commence vraiment à en parler, il y a des gens qui témoignent. Mais bien sûr, parce que là, on est à l'époque du streak où on était à l'époque de la muscu d'avant, où quand les gens ils voyaient des magazines, ils étaient en mode, oh, ils sont natis.
Toi, t'es sur Insta, Ouais. t'es en mode, oh, il est nati, non, il y a personne, tout le monde, genre, c'est un consensus dans main, c'est hyper underground pour l'instant, mais vous verrez que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on le saura, en fait, et on arrivera au même stade qu'on l'est à la muscu aujourd'hui. Il y a pas en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il y a personne qui se dope. Et il y aura, et comme dans la muscu, il y a des gens qui se dopent même sans avoir de rentabilité financière derrière et juste pour avoir des followers sur Instagram, il y en a aussi dans le street. C'est, c'est inéluctable en fait. C'est forcément, c'est obligatoire. Maintenant, voilà, est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. On sait pas quelle est la proportion, mais il y en a forcément. Et puis même, comme dans la muscu, il y a des mecs qui doivent se charger et qui sont à un niveau flingué en fait. Et puis il y en a qui Mm. doivent se charger et qui du coup leur tissu, encore plus le street que la muscu, si ça se trouve, bah ils se blessent directement, du coup bah t'en entends plus parler pendant 6 mois, et puis après ils reviennent, et puis truc, et au final ces gens-là, t'en entends même jamais vraiment parler, et puis tous les gens qui sont pas sur les réseaux et compagnie. Donc oui, il y a du dopage. Et puis faut pas croire que le dopage ça se limite à ce qu'on entend de tes vieilles recherches flinguées de The Rob, de oui, je connais la testo et le train, il y a des produits dopants, c'est un truc de zinzin, je me suis pas intéressé, hein, mais c'est un truc de zinzin, et il y a des produits dopants pour chaque sport. Donc pour moi, Ouais. croire que c'est et en fait et en plus je le sais que vous le savez au fond de vous que qu'il y a du dopage et que mais ça vous fait trop mal à votre petit ego de streeteux de dire non mon sport mon street il est vraiment unique c'est un sport unique il est à part des autres mais c'est pareil tous les gens dans leur sport ils se disent ça les gens de l'escalade les gens du foot les gens du ce que tu veux de l'athlé de la muscu ils se disent tous quand tu fais cette démarche là de voyager et d'aller vers les gens, de parler avec les gens et d'aller dans des milieux différents, tu t'aperçois que c'est partout pareil. Dans chacun de ces milieux-là, les gens eux aussi ils se disent mon sport c'est le meilleur, mon sport c'est le plus dur, c'est le plus compliqué, c'est le plus truc, il est à part, c'est mon petit cocon. Ouais. C'est pareil pour le Ouais, street. c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On a, en tant que streeter, on a vraiment cette mentalité de le sport ultime, le sport parmi les autres, le top 1 sport du monde, tout. Mais C'est c'est vrai. partout pareil. Quand tu vas faire de la muscu, de l'escalade, du street lift, bon qui sont des dérivés un peu du street, tous les sports, du tir à l'arc, du judo, du ce que tu veux, parce que bon, j'en ai fait, mais c'est pareil. Mm. Du combat, c'est partout pareil. Et un truc qui, bah justement, un truc qui, enfin moi j'ai compris ça bah, avec l'expérience et le temps. Et un des trucs qui m'a vraiment fait ce déclic-là, en plus, bah il y a SNK avec le truc des boucles et des cycles, mais c'est surtout le fait d'être allé m'entraîner dans d'autres salles en muscu, street lift, power. Et en fait, dans chacune des salles, bah, il y avait le groupe de power, il y avait le groupe de streeteux, il y avait le groupe de gomuscu, tu sais, de même de débutants, full pré, bench. Il y avait tout ça. Et il y a tout ça dans toutes les salles. Et Mm. en fait, bah, c'est partout pareil. Et en fait, il y en a eu, il y en aura. Enfin, il y en a eu, il y en a et il y en aura. Quelles que soient Ouais. les époques, à travers les âges, dans tous les domaines. Voilà. Est-ce que tu penses que ça va quand même augmenter, par exemple? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'en termes de street, on est au début de l'ère du statique et que avec tous les athlètes là organisent de plus en plus des compétitions, des trucs de force, etc. J'ai quand même l'impression que l'ère du statique arrive, tu vois, mais d'une fort. Peut-être je me trompe, je sais pas, tu vois, mais et du coup, je me dis avec ça, ça va devenir encore plus connu, il y aura encore plus de streeteux, encore plus de statiques, et du coup encore plus de dopage, encore plus de... Enfin, le niveau, pour moi, le niveau va faire encore que augmenter, tu vois. Je vois chaque année le niveau de base national, il fait que d'augmenter, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde a une presse, au moins, Non mais une tout le presse monde, full. ce que je te disais au podcast avant, faut pas non plus, il y a plein de biais qui font que Hmm. t'es sur Insta, suis truc machin, enfin allez écouter Oui, le oui, podcast. Mais oui, effectivement, le niveau ne peut que augmenter, le niveau de base ne peut que augmenter avec les années ouais. qui passent. Et je me dis, ça se trouve, ouais, il y aura encore peut-être plus de dopage avec l'expansion du statique dans le monde, tu vois. Donc aussi des niveaux de perf qui vont
qui vont augmenter encore plus, quoi. Bah plus après, oui, c'est sûr que si on réfléchit comme les sports d'avant, quand on regarde comment est-ce que le dopage il a évolué dans les sports d'avant, oui, c'est sûr, plus le sport évolue, plus il y a de pratiquants, plus il y a de dopage. Bon, est-ce que ça sera le cas du street? J'en sais rien. Peut-être qu'il y en aura jamais plus que ça. Peut-être qu'il y en aura plus. Je sais pas. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, en fait. Hmm. Au stade où en est le sport, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Surtout, en plus, avec les réseaux en ce moment, c'est vraiment chaque mois qui passe, chaque année qui passe, ça se démultiplie à l'infini. Donc, bien sûr, des gens qui veulent avoir des follow et qui se font consumer par tout ça, et il y a des produits, il y en a forcément. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que Daylong, Livan, Ilyes, Ryan, c'est les références, ils sont jamais dopés. Ça, c'est sûr. On sait, non mais tu vois, enfin, parce qu'on les connaît. Mais voilà, ça Oui. c'est la base. On sait que ça au moins, c'est pas dopé. Après voilà, ça veut pas dire, il y a des gens forcément qui sont moins forts qu'eux ou aussi forts qu'eux et qui sont dopés. Mais voilà. Ça, c'est sûr que c'est un niveau qui est atteignable, bah, qui est faisable bah, naturellement. Voilà quoi. Ouais. Mais après, Mais voilà, c'est quand drôle. j'ai vu quelques athlètes passer, bah déjà j'ai vu leur physique et j'ai vu leur perf et comment ils forcent et tout. Enfin bon, je suis plus sur Insta, j'y vais très rarement, mais bon, des fois je vois des trucs passer ou qu'on m'envoie. Je suis en mode bizarre un peu quand même. C'est ok. Comment il force? C'est-à-dire? Mais c'est comme en muscu, un gars qui est dopé, c'est presque des choses qu'il faut sentir, mais tu le vois en fait, genre quand il force, quand il hold, quand il truc, tu sens qu'il y a un truc qui est pas normal et qui couille. Et surtout, le truc qui ment pas, c'est tu regardes la progression en fait. Tu vas sur le Insta du gars, tu Ouais. remontes tout, mais ça, faut avoir un minimum d'expérience parce que faut savoir analyser un petit peu la morpho-anatomie du gars, savoir si génétiquement il a des prédispositions ou pas, euh, et puis voir, bah, t'analyses un peu sa progression. En partant du principe que sur son Insta, c'est que les meilleurs perfs qu'il poste et que les bonnes choses, on peut dire que sa progression est représentative, et du coup, là, t'analyses un petit peu ses posts et tu vois la progression du gars. Bon, quand tu vois des progressions un peu abusées, alors que génétiquement t'es en mode Hmm. j'aurais pas dit, t'es en mode bon, t'as des doutes quoi. Ouais. Ouais. Il y a pas de raison qu'il y en ait pas. Ouais, c'est sûr. Et du coup, on se demande, putain, mais jusqu'où le sport va aller, tu vois, jusqu'où les perfs vont monter, tu vois, et l'envie d'aller plus loin, jusqu'où ça va aller, quoi. Donc c'est passionnant, mais euh, mais on a juste hâte de voir en fait. Et puis dopé, c'est pareil, hein, genre tu peux vraiment prendre des doses très petites, minimes, et tout comme tu peux prendre des doses de zinzin. Et mais juste avec des Oui. doses minimes, dans un sport comme le street, tu peux déjà gagner tellement beaucoup. C'est ça aussi. C'est qu'il y a dopé et dopé. Hmm. En tout cas, je vous le souhaite pas, les gars. Voilà. Mais c'est un bon moment pour parler stagnation aussi, tu vois. C'est un truc qui fait partie de tous les sports, qui est aussi pas mal présent en street. Effectivement, aujourd'hui, on sait que la courbe de progression, elle est pas linéaire, hein. Euh, on monte, on descend, on remonte, on descend pour normalement à chaque fois monter plus haut, descendre moins bas. Voilà. J'aimerais un peu qu'on parle des faiblesses que chacun a. Par exemple, ouais, moi je suis fort en presse et je suis faible en push-up. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Ça, c'est mes faiblesses de base. J'ai une facilité pour les presses, j'ai moins de force pour les push-ups. Mais est-ce qu'au final, les faiblesses, c'est juste... Bon, forcément, il y a des facteurs mécaniques qui sont explicables, hein, de science, pourquoi est-ce que les presses sont plus faciles que les push-ups, et même peut-être pas que mécaniques, mais aussi peut-être nerveuses, hein, j'en sais rien. Euh, Peut-être qu'il y a aussi vraiment un aspect mental de visualisation de base innée qui fait que tu es plus apte à faire un mouvement qu'un autre. Mais j'aimerais aussi parler du fait que en fait, c'est surtout des choses qu'on fait pas, nos faiblesses, et que pour devenir plus fort, il suffit juste finalement de faire ce qu'on fait pas, de faire ce que sont nos faiblesses, c'est-à-dire de faire des push-ups. Parce que si tu commences à spam des push-ups, tu vas devenir fort en push-up
C'est inévitable. Tu vas, en tout cas, progresser sur tes push-ups. Et c'est un truc que je tiens à rappeler parce que il y a plein de moments où il y a plein de streeteux qui me disent ouais, moi j'aimerais trop faire ça, j'aimerais trop avoir des maltaises, j'aimerais trop avoir des push-ups, j'aimerais trop avoir ça, ci, ça, ou avoir mon holo et tout, mais je sais que c'est un manque de force et que ça viendra plus tard. Alors oui, c'est sûr que si tu prends de la force, ça sera plus facile après. Mais pourquoi Daylong, il est aussi fort en maltaise? Parce qu'il fait que des maltaises. Parce qu'il a fait énormément de maltaises. Pourquoi Nico était si fort en presse et si nul en push-up? Parce qu'il faisait que des presses. Il faisait beaucoup moins de push-up en termes de volume. Vous Ça avez pas idée. s'explique. Oui, vous n'avez pas idée. Mais je veux dire, ok, on a des faiblesses de base, ok, il y a des facteurs qui te disent nanana, nanana, mais la base de la base, c'est le choix, c'est faire les choses ou ne pas les faire. Moi, par exemple, à titre personnel, là, en ce moment, je fais mes faiblesses, je fais, j'ai inclus beaucoup plus de volume sur les mouvements que je voulais avoir et que je considérais comme des faiblesses et que je considérais avoir plus tard dans le temps, et je me suis dit non, ok, tu sais quoi, je vais les faire maintenant. Parce que j'ai envie de les faire. Résultat des comptes, je progresse énormément, je les obtiens, et ça marche. Et c'était des faiblesses. Et j'aurais pu... Et aujourd'hui, je pourrais ne pas les avoir si je les avais pas faites et que j'avais juste continué sur mes points forts en progressant sur mes points forts. Mais, mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire mes faiblesses et mes faiblesses deviennent des points forts, tu vois. Parce que j'ai fait le choix de passer du temps dessus et de les faire, tu vois. Et je veux des maltaises, mais j'ai pas non plus besoin d'attendre d'avoir 20 secondes de full planche tout presse pour commencer à travailler mes maltaises en fait. Je peux très bien avoir maltaise full au sol juste parce que j'ai commencé à refaire des maltaises tous les jours et à train. Pareil pour les push-ups. Et en fait, souvent on dit ouais, je vais attendre, c'est un manque de force, ça viendra plus tard, j'ai pas ci parce que ça. Mais en fait, non, les gars, juste si vous savez que vous avez pas ça ou vous avez des difficultés dans tel truc et que vous voulez l'améliorer, n'attendez pas et taffez-le, faites-le en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça, Nico, toi? Parce qu'effectivement, par exemple, il y a un exemple tout bête, on en parlait souvent parce que avec les one arm planches, c'est sûr que tu vas progresser en presse, tu vas progresser en planche, donc ça sera plus simple de faire ta one arm. Mais je veux dire, euh, c'est aussi parce que je faisais souvent des trails de one arm que en parallèle je progressais en planche, mais que du coup ma progression en one arm était là en fait, et que je finissais par lever des one arm parce que je faisais les deux. Si je faisais que des one arm, j'aurais sûrement pas progressé autant en one arm, et si je faisais que des full planches, j'aurais sûrement pas progressé en one arm parce que j'en aurais pas fait. Et pour moi, tout ça, c'est de la symbiose. Et si vous imaginez, si vous n'êtes pas content de votre niveau et que vous vous visualisez, vous, dans un futur, avec tel niveau, votre dream, votre prime, votre ce que vous voulez, je m'en bats les couilles, tu vois, mais ce truc de tiens, je suis heureux si j'ai tout ça. Eh ben, je vous jure, faites ça dès aujourd'hui en fait. N'attendez pas, faites-le. Et il y aura la loi de l'Hormèse. Elle sera là, elle est innée pour tout le monde. Donc, juste faites ce que vous voulez, tu vois. Moi, je pense que c'est ça, parce qu'on est trop souvent là à attendre son niveau, à attendre tel moment, pour commencer à travailler tel mouvement. Alors, forcément, je vais pas dire à un mec qui commence le street, tu veux maltaise full, je sais pas quoi, t'as même pas une straddle, fais des maltaises full. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ben, même si tu commences le street, en vrai, même si tu commences le street et que tu veux absolument des maltaises, mais fais des lignes maltaises dès maintenant. Et continue à faire tes straddles et obtiens ta straddle, fais tes presses et puis après obtiens ta full, etc. Mais n'attendez pas forcément qu'il y ait telle case qui soit cochée pour pouvoir aller vers telle autre case, etc., etc. Forcément, il y a des étapes de progression, mais je pense qu'on se limite bien trop. On se limite de plus en plus en fait. Je trouve avec tous les tutos, les trucs il faut 20 tractions et 20 dips pour commencer à faire des tuck planches. Il faut tel truc avant de move on to the next progression. Mais oui et non. En fait, non. En fait, faites et c'est comme ça que vous saurez.
C'est vraiment un truc que j'ai envie de partager parce que moi, j'ai pu perdre beaucoup de temps à me dire euh, non, mais attends, là, j'ai pas tant de presse, j'ai pas tant de trucs, ça sert à rien que je teste tel mouvement ou ça sert à rien que je fasse des maltaises. Mais c'est faux! C'est faux. Il y a un moment donné, j'ai fait plein de lignes maltaises alors que j'avais deux presses full et j'ai fait des wide press soles en fait. Juste parce que je faisais des lignes, des lignes, des lignes et que j'envoyais le mouvement en fait. Et il n'y a rien de mieux que de faire les trucs dont vous avez envie de faire. Et arrêtez d'attendre. Voilà, faites les trucs. Alors, mais soyez intelligents, faites-les bien, travaillez sur les points faibles, travaillez votre forme, vos bras tendus, votre holo, vos trucs, et attendez pas. Dites-moi pas, ouais, j'ai pas les bras tendus ou j'ai pas de holo parce que j'ai pas de force. En fait, travaillez-le dès maintenant, parce que voilà. C'est bien, t'as nuancé sur la fin. C'était la nuance qu'il fallait. Du coup, je comprends mieux ta pensée et ton chemin et d'où te vient. Et ben oui, c'est ça. Et enfin, surtout, je connais pas, je sais pas c'est quoi tous les tutos machin qui se font aujourd'hui, mais oui, tous les trucs de faut 20 tractions machin avant de commencer la tuck. Bon. Hmm. Mais ça, oui, c'est clair que ça va à la poubelle. Mais oui, c'est en faisant qu'on sait. Et attends, c'était quoi? Oui, c'est que voilà, il y a des prérequis, il y a des trucs à avoir, il y a un ordre pour faire les choses. Mais c'est sûr que si t'attends trop pour t'y mettre, bah c'est juste du temps que tu perds alors que t'aurais pu t'y mettre plus tôt. Mais voilà, maintenant si tu t'y mets trop tôt, bah tu vas juste perdre ton temps et juste mettre de l'énergie dans un truc qui, qui va pas marcher à coup sûr puisque c'est trop tôt et t'as pas le prérequis. Et qui en plus de ça, c'est une énergie que tu vas dépenser que tu aurais pu mettre dans ta base ailleurs qui fait que tu vas progresser encore moins vite. Donc c'est vraiment un poids qui va te ralentir. Donc c'est là où il faut pas se faire avoir non plus. Et mais voilà, dès que tu peux et que quelqu'un d'assez expérimenté ou même que toi tu sens et que tu vois que ça marche, ben fais. Oui, et puis comme tu dis, il y a vraiment ce truc de gestion d'énergie en fait. Que comme tu disais dans les podcasts, les 20% de le début de votre entraînement, là où vous avez plus de jus, c'est là où faut l'intellectualiser d'une certaine manière. Mettez-le dans ce dont vous, ce dans quoi vous voulez progresser le plus en fait. Euh, c'est vraiment important de conscientiser ça et effectivement, grillez pas les étapes et perdez pas votre jus à faire des trucs qui ne passeront pas. Mais pour me prendre encore comme exemple personnel, pour les push-ups, j'ai beau avoir 5 presses full, si je fais pas des push-ups, ça va pas se débloquer en fait. J'aurai toujours mal au coude et tout, mais c'est en spammant, en me disant, ok, je me mets au push-up, tu vois, et je fais des push-ups, je fais des lean push-ups, je fais des tuck push-ups, je fais des push-ups à vide, je fais des trucs que je m'habitue et qu'en fait, la marge de progression au push-up, elle est juste extraordinaire parce que j'ai commencé à m'y mettre, à vraiment le faire, tu vois. Et c'est pareil pour les maltaises. Il y a des trucs comme ça où des fois, il n'y a pas besoin d'attendre en fait. Il faut rentrer dans l'art, il faut rentrer dans le vif du sujet et faire ce qu'il faut faire et ne pas attendre. Et effectivement, il y a d'autres trucs où si vous n'avez pas telle base ou tel truc, vaut mieux attendre. Et c'est comme un château de cartes. On construit les étages, étage par étage. Euh, on en parlait avec le podcast d'Arjuna. Effectivement, le niveau de street, ça s'apparente vraiment à un château de cartes, quoi. Et c'est important de bien solidifier les bases, etc. Petit à petit. Oui, parce que c'est sûr que si tu commences les push-ups en attendant d'avoir 5 full press, c'est trop tard. Parce que le prérequis, c'est une à deux full press, commence les straddle push-up. Donc oui, si tu fais ça, t'as juste perdu du temps. C'est ça. Mais si ton objectif, c'est de savoir faire des push-ups, si tu t'en fous, bah au contraire, t'as gagné du temps et t'as pas dépensé du jus dans un truc qui te sert pas. Et justement, tu te concentres et tu te spécifies que là-dessus, sur tes presses. Ouais, super exemple. Super exemple. S'il y a des trucs dont vous vous en foutez, clairement, les faites pas et concentrez votre énergie dans ce que vous voulez absolument.
Oui. Mais en tout cas, voilà, si vous cherchez à faire plusieurs trucs ou peu importe, apprenez à diversifier votre énergie. C'est comme, euh, c'est comme je m'entraînais la dernière fois et il y avait un athlète qui, qui forçait bizarrement et il n'arrivait pas à bien forcer, à bien contrôler son mouvement de A à Z et ses combos, tu vois. Ce qui faisait il, il perdait sa négative, il perdait ses bras tendus, il perdait son holo, tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, il m'expliquait que il se préservait pour pouvoir faire son combo en entier. Et je disais, mais non, t'as rien compris. Force à fond, force bien, même si tu vas faire moins, ça sera 100 fois mieux. Garde tes bras tendus, garde ton holo, garde ton contrôle, ton gainage tout le long de ta presse, et fais ta négative, quitte à ce que ta négative, elle soit en straddle, tu vois. Mais, mais garde ton contrôle, et mets ton ego de côté. Lui, il y avait vraiment ce côté ego de ah, je fais trois press full, enfin un truc comme ça, mais en fait non, mets ton ego de côté, faites vos mouvements bien conscientisés, bien forcés, bien tout ça, en allant au max à chaque fois, et au fur et à mesure ça va augmenter comme ça. Que de faire plein de choses sans contrôle, sans rien, ça, c'est du vent en fait. Ouais, donc là aussi, c'est important de mettre son ego de côté sur les combos, les moves, surtout quand on s'entraîne à plusieurs. Ayez pas honte de votre niveau, ayez pas honte de ce que vous faites. Faites-le juste bien et pour vous. C'est ça qui est important aussi. Et oui, mais ça, un grand débat. Mais ce que je peux vous dire pour moi, c'est que même à mon prime, quand je commençais un All plus press, typiquement, c'est ça. C'est donc tu t'es comme ça, au fur et à mesure, tu as des crans d'affaissement où tu dead en fait, un petit peu. Moi, j'en avais 3 maximum, je crois. Bref, on s'en fout. Et tu perds aussi ton holo, inévitablement. On pourrait se dire, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je parte avec moins de holo et que je force moins? Je vais être à 80% de holo. L'effort, il augmente, il augmente, il augmente, il augmente, vu que je hold. Et au bout d'un moment, je suis en mode, ok, là, ça devient, je suis à mon effort qui va faire que mon holo va baisser. Mais vu que j'ai économisé du jus en mode j'ai pas forcé direct à 100% direct dès le départ, je vais pouvoir réinjecter ce jus là quand mon effort est max et donc à vraiment être à mon effort max de chez max et donc conserver mon 80% encore assez longtemps avant que ça commence à s'affaisser et presque ce qui fait que j'aurais eu un hold plus stable en termes de forme plutôt que holo à fond et qui décroît et qui s'affaisse et qui dead et jusqu'à presse. Et ben en fait, ça marche pas. Et le truc qui marche le mieux, c'est de forcer, mais moi je forçais mais à m'arracher les épaules de leur slot et ça me tirait dans les trapèzes, mais comme un truc de fou. Hein. Je vous laisse imaginer avec les formes que j'avais à 21 secondes de haul plus presse, les 5 premières secondes, mais je vous raconte pas comment je forçais, mais en fait, l'Ivan, c'est ça aussi, c'est on arrive à forcer plus fort que notre protraction, c'est-à-dire que le poids de notre corps, on est tellement fort dans notre position en planche et sur ce mouvement-là que le poids de notre corps, on arrive à forcer encore plus que ça. C'est pas juste on a le holo et tout est à l'équilibre, c'est on arrive à forcer encore plus que ça. C'est comme si je faisais un curl bicep, j'arrive en haut, c'est comme si là, si je force encore plus, mon angle de bras, il va pas bouger. J'aurai toujours 20 kilos comme ça. Bah, c'est comme si nous, on se mettait là, et en plus de ça, on forçait encore plus fort. Mais la position en soi, visuellement, elle change pas. Et bah, c'est le fait de forcer encore plus fort, et dès le début aussi fort, qui fait que tu as la meilleure forme tout le long, la forme la plus stable, et que bah, t'as la meilleure performance en fait. Donc du coup, même si, et je vous laisse imaginer, sachant que au niveau d'élite et à très haut niveau, ce truc-là, ça marche pas. Avoir un débutant qui me parle de ce truc-là, qui a à peine 3 presses, mais gars, mais t'as rien compris. Juste force du mieux que tu peux. Parce que Et même à oui. l'élite, et moi je vous dis, hein, j'ai toujours forcé.
direct dès le début, comme si tu fais ton max en fait. Et c'est exactement la même chose en street lift et en power. Quand je déraque ma barre au squat et qu'il y a 40 kilos, je la déraque de la même manière que quand je mets 150. Je fais mon bracing et tout, je suis en mode là il y a 400 kilos. Et c'est comme ça que j'ai ma meilleure standardisation, j'ai la meilleure technique et je me mets le mieux techniquement dans mes mouvements, que j'ai les meilleures activations et que Hmm. mon mouvement est fort. Si je suis en mode, ok, non, il y a que 40, je me conserve un peu, je m'échauffe comme ça, je fais ma montée en gamme, arrivé à 150 qui sera ma charge de travail, je vais faire de la merde. J'aurais pas été échauffé parce qu'à 150, d'un seul coup, je vais me dire, ok, c'est bon, il y a lourd, matin, Hmm. je force. Bah en fait, tous les aspects de la technique, je les aurais jamais, mon corps les aurait jamais vécus juste sur les séries d'avant. Du coup, bah, je suis pas échauffé techniquement, nerveusement, en activation des muscles et compagnie. Alors que si dès 40 kilos, je suis en mode, là, il y a 1000 kilos, bah Hmm. c'est bon. Et mes meilleures séances et les séances qui sont bien, bah, c'est quand je me loupe pas là-dessus. Enfin, c'est tout le temps ça, du coup, maintenant. Bon, ça, ça m'arrive très rarement de me louper. Et en fait, j'ai des chances de me louper les jours où je sens que je suis très fort. Je suis en mode, je suis tellement fort qu'il y a ce truc-là de, faut peut-être que je m'économise, ce qui est une grosse erreur. Il faut pas s'économiser, il faut Ouais, c'est forcer dès le l'ego. début à fond. Hmm. Voilà. L'ego, ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que vraiment, justement, ça, ce dernier point, je pense qu'on est plein à le ressentir. Genre, oh, je me sens frais aujourd'hui, mais vas-y, je m'échauffe, mais je m'échauffe tranquille. Genre, je fais des straddles, mais les straddles, je les fais en étant tout léger sans forcer, tu vois, ou des trucs comme ça. Mais en fait, non, parce que du coup, vous conscientisez pas votre mouvement et après, vous allez passer sur votre max direct et vous allez tomber en presse. C'est tout ce qui va se passer. Et oui. Parce que vous avez rien forcé, rien contrôlé. Et je vous le dis, en ce moment, c'est ce que je fais. Je force jusqu'à mourir tous les jours, jusqu'à la fin, la fin, la fin, la fin. Et ça, c'est incroyable. Après, les gars, dans vos planches, vous ressentez vos épaules, vous ressentez votre protraction, vous sentez votre mouvement, vous le contrôlez. Et il n'y a rien de plus agréable que d'être en planche et de sentir sa planche, d'être dedans jusqu'aux petits doigts, genre tous vos muscles, vous les conscientisez, vous avez du contrôle dessus. Et ça peut arriver que si à chaque try, vous donnez votre maximum et surtout vous pensez à tout, vous pensez à votre holo, à vos biceps, à votre boule, et faites ça tout le temps. Et comme disait Nico, c'est hyper intéressant. Faites-le aussi durant votre échauffement. Même si vous êtes trop fort et que vous vous dites, OK, je commence au sol, mais je fais 2 séries de straddle press pour voir comment je me sens et tout. Mais conscientisez-les et faites-les comme si vous faisiez votre max full hold press que vous allez faire dans 2 séries. C'est pareil, comme ça, vous allez même être plus chaud parce que je vais vous dire un truc. Quand je fais mes séries de Max Hold to Press, par exemple, c'est souvent à la troisième, quatrième série où je fais mon meilleur hold to press. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, en plus, le fait de forcer bien sur votre échauffement, ça va non seulement pas vous enlever de l'énergie pour votre max, mais ça va vous en donner et vous allez être encore plus fort. Donc votre cerveau, vous l'éteignez et vous faites le mieux à chaque fois. Et je vous jure, ça va être insane. Essayez de contrôler au maximum tout ce que vous faites de A à Z. Conscientisez les choses, forcez, serrez vos barres. Voilà, c'est important. Après, en Et street, là, en... tu vois, moi, je m'échauffais pas comme ça. Genre, j'y allais direct. En fait, j'avais un échauffement articulaire. Et après, je me mettais, je visualisais musique. Et je passais de 0 à 100% en une fraction de seconde. Mais Ah maintenant, ouais. oui. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais testé le parallèle avec ce que je te dis, ce que je fais maintenant et ce qui se fait classiquement en power, en street lift avec une montée en gamme classique, où tu commences à 20 kilos, 30 kilos, 60, machin, et tu montes. Mais du coup, là, tu me dis, bah, avant mon échauffement, j'ai 2 séries où je fais 2 straddle press. Oui, force à fond. Après, moi, je l'ai jamais testé, donc je peux pas vous dire, parce que moi, je démarrais direct pleine balle. Mais quand je démarrais pleine balle, il n'y a pas de, ah, je vais essayer de m'économiser au début sur mes 3 premières secondes de hold, que après, quand je vais press, je vais faire mon renard, je vais redescendre, 3 secondes que je me serais un petit peu économisé, j'aurais pas eu ma meilleure forme pour avoir un meilleur hold après mes X moves dans mon combo. Non, c'était direct, je force à fond, c'est comme ça que ça marche le mieux.
Mais du coup, Ok. parce que après, en fait, sur le street, si toi, ça te permet de bien t'échauffer, encore une fois, si ça marche, tant mieux. Moi, j'ai jamais fait ça, donc je peux pas te dire sur le truc de l'échauffement et de pratiquer un petit peu de la planche avant de faire mon vrai combo. J'allais direct, premier, c'est le premier de la journée. Et c'est le meilleur. Mais du coup, parce que dans le street, c'est un peu plus nuancé qu'en power ou en street lift. On peut vraiment perdre du jus en pratiquant un petit peu de la planche avant de faire de la planche. Mais encore une fois, je peux pas, je peux que vous dire tester et voyez, parce que moi, c'est pas un truc sur lequel j'ai l'expérience et que j'ai fait. C'est ouf que ton corps il soit capable de juste avec un simple échauffement articulaire, ce qui est pas grand-chose hein, quand on parle de street, quand on voit par exemple les vidéos de Livan là en ce moment où il explique, où il montre aujourd'hui Pélican, donc je passe tant de trucs à mobilité poignet, puis renforcement biceps, puis série à l'élastique, puis série à l'élastique bleu, puis enfin au bout de 45 minutes d'échauffement training à vide, enfin try à vide. Ça a rien à voir par rapport à ça. Moi, je sais que, enfin, je sais pas si je serais capable de faire comme toi, à juste faire échauffement articulaire et d'un coup envoyer dans les biceps, dans les épaules, dans les coudes un 100% d'intensité. Genre, je pense que mes douleurs feront que mon mouvement ne sera pas exécuté de la bonne manière, tu vois. Bah, c'est ça aussi. C'est que moi, j'avais cette chance de pouvoir pratiquer les mouvements à froid, mais parce que je me suis entraîné comme ça aussi, et j'ai adapté mon corps, loi de l'Hormèse, pour pouvoir faire du 0 à 100% à froid. Mais oui, voilà, c'est pour ça que je vous dis d'essayer, parce que c'est propre à chacun. Et typiquement, bah, l'Ivan, il a besoin de 1 heure pour s'échauffer et d'être hyper progressif et de tout échauffer, bien parfait, avant de faire à vide. Comme moi, maintenant, aujourd'hui, en squat, bah, en squat, typiquement, ça me prend, des fois, il y avait une époque, ça me prenait presque 1 heure pour m'échauffer. Mais du Le coup, temps de loi de faire tout. l'hormèse. Bah, loi de l'Hormèse, voilà, maintenant, si Si j'avais t'as un. envie, est-ce que tu pourrais ne plus faire tes trucs en squat? Voilà. Et Du est-ce que coup, l'Ivan pourrait faire oui. direct? Bah, je veux pas parler pour les autres, mais pour parler pour moi, si j'avais un rack chez moi, avec une barre, j'en ferais à froid et je griserais The Ground Groove à froid tout le temps pour adapter mon corps à passer de 0 à 100% bah, comme ça, quoi, sur ces mouvements-là. Parce que après, il y a un truc qui me vient en tête, mais je ferai ça. Du coup, oui, j'en serais capable de direct passer à mon top 7 sans échauffement à froid ou voilà, avec un truc qui dure 10 minutes. Parce qu'aujourd'hui, ce que je fais pour m'échauffer, par exemple, au squat, ben, je te le dis, ça prenait presque 1 heure. Avant d'arriver à ma série de travail, ça me prenait des fois 1 heure. Aujourd'hui, j'ai réussi à un peu réduire. Ben, c'est pareil aussi, je peux le faire en soi une fois et m'échauffer 10 minutes. Mais parce qu'en fait, je le fais aussi surtout pour le long terme. Mais du coup, je sais pas si ça marche ou pas. En tout cas, bon, bah, aujourd'hui, je mets 1000 ans, je mets 40 minutes à m'échauffer au squat et c'est comme ça. Mais voilà, pour le street avant, je peux vous dire bah, que voilà, j'avais juste ce que je faisais en street avant. C'est vrai qu'on a un podcast de street. Échauffement des poignets, 50 rotations dans un sens, 50 dans l'autre. 10, 12, 15 coudes comme ça, chaque côté. Ensuite, des ronds d'épaule. Et quand je faisais mes ronds d'épaule, genre 3-4 dans un sens, que je savais l'énergie que j'avais et que je savais si j'étais fort ou pas. Ça veut dire à quel point je me connaissais. Oui, mais ça c'est ouf quand j'y repense. Quand j'en fais, parce que j'ai toujours plus ou moins le même échauffement adapté aujourd'hui en fonction des mouvements que je pratique, mais des fois j'y repense, je me dis, ah putain, c'est vrai qu'à l'époque, je faisais 3 ronds d'épaule dans un sens, dans un l'autre, je savais aujourd'hui quelle perf j'allais avoir et mon niveau de forme du jour. Comme dans un C'est, animé, quoi. non mais, je te C'est jure, ok. oui, je faisais ça, j'étais ok, aujourd'hui, le training, ça va être comme ça. Excellent. Je t'aime. Et après, je vais chauffer la nuque bien, donc voilà, avant, un truc, machin, c'est hyper important d'échauffer la nuque, surtout en street. Et même, enfin, c'est un raisonnement qui est bête et méchant, mais ça part du cerveau, hein. Donc si là, c'est pas échauffé, comment est-ce que tu veux que ça passe bien? Non, mais bref. Ouais, Et intéressant. donc ça, et j'accède beaucoup sur la nuque, la tête. Et après, dérouillage des poignets, voilà, vite fait, quelques trucs au sol, avant, arrière, enfin, j'ai vraiment les gestes détaillés, bref, voilà.
Ensuite, échauffement des coudes au sol en mode je me mets comme ça, je force ici. Ça, c'est important pour les maltesses. En fait, je force le coude à vide et je reviens ici, je force avec mon biceps. Et en fait, je fais un curl biceps négatif au sol, ce qui me permet d'arriver dans la position bras tendu avec le biceps bien engagé. Bref, c'est un truc spécifique que je fais dans mon corps qui chauffe bien bien les coudes. Et là, c'est bon, je suis échauffé. Pas de lean. Pas de lean maltaise, pas Non, de lean. non, non, surtout pas, j'allais perdre du jus. Je te dis, Donc, me prenait tes 10 minutes, maltaises, quoi. c'était un bras après Ouais, l'autre. ouais. Ça, Ok. par contre, quand je faisais direct une maltaise, que je filme un truc, qui sont mes deux, trois premiers essais, sachant que c'est toujours le premier le meilleur, sauf si je le fail. C'est pour ça que quand je failais mon premier essai, mon premier combo, mon premier truc, ça faisait bien chier, quoi. Parce que bah, le deuxième, il était forcément moins bien, et j'étais en mode putain, je l'ai loupé, il faudra que je réattende le demain ou 2 jours pour refaire le truc. Mais du coup, ouais, je faisais ça bien pour les Maltese et c'est bon. J'étais à froid, hein, mais juste ça me conditionnait parfaitement. Putain, c'est ouf. Et j'arrivais à passer. Après, j'étais dans une espèce de mood de musique, de visualisation, de trucs, de. Puis j'avais déjà pensé toute la journée ou ou toute la semaine sur ce moment-là de ce que j'allais faire. J'ai pensé en permanence au street, donc. Hmm. C'est comme si j'y étais déjà en fait. J'avais qu'une hâte, c'était d'y être. Et en fait, mon corps, il était déjà préparé. En fait, mon corps, il est préparé au training de lendemain, au moment où je termine mon entraînement du jour. Parce que je Ouais, pense ouais, ouais. déjà, ok, mon entraînement est là, je visualise déjà mon entraînement de demain. Totalement. Et donc, en fait, quand Totalement. j'arrive à demain, alors je te parle pas le jour de l'entraînement, j'y pense toute la journée. C'est aussi pour ça que j'ai besoin de pas faire grand-chose, parce que mon corps, j'ai déjà tellement bien tout visualisé que mon corps, il est Hmm. déjà échauffé en fait, et je peux faire sur demande à froid. C'est aussi de là que ça vient. Ouais, moi, Voilà. j'ai terminé le training hier. J'étais en mode bon, alors du coup, vu qu'aujourd'hui ça s'est passé comme ça, truc, demain j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça, 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 et j'ai déjà dans ma tête une base de 3-4 trucs que j'ai envie de passer dans le training d'aujourd'hui, tu vois. Et pour l'échauffement, à un moment donné, tu m'avais dit une phrase, je m'en souviens plus. L'échauffement, c'est 2 points, et il y avait 3 facteurs, 4. ou quatre. C'est les Alors, je vais 4 essayer piliers je vais essayer de les retrouver. de Les 4 l'échauffement. piliers de l'échauffement selon Nico. Mais attends, parce que De un. ça va peut-être faire un e-book avec des longs, mais oui, vas-y. Ah merde, du coup, je le dis pas. Bah, je sais pas, mais je pense qu'ils en ont parlé. Normalement, ils les ont dit dans la formation, mais avec des longues, on a tassé les 4 piliers de l'échauffement. Bon, on peut les dire. Si, si, on peut les dire, mais. On peut les dire sans les détailler. Oui, Autant après, que oui, dans. oui. Bon, en tout cas, moi, j'essaie de les trouver. Comme vous, les gars, là, pendant que vous essayez d'écouter le podcast, Vous mettez quels sont, pause. selon vous, les 4 piliers d'un échauffement? Bon, selon moi, Jules, je dirais donc que c'est personnel. Parce que, effectivement, moi, pour l'instant, j'ai été habitué à bien m'échauffer, à faire des trucs avant de lancer. Je sais que Daylong, je l'ai jamais vu s'échauffer. Sauf quand il est blessé et que voilà. Mais sinon, pareil, c'est full à froid. Nico, il a son truc à lui. Chacun est différent. Tout le monde est différent, donc c'est personnel. Déjà. Et c'est peut-être le numéro un. Ensuite, deuxième pilier de l'échauffement. C'est personnel. Donc, c'est aussi en fonction de ton environnement et de ton état. Donc, si t'es blessé, comme je disais, tu vas pas faire le même échauffement que si t'es pas blessé. Si tu veux faire des maltaises, tu vas pas faire le même échauffement que si tu vas faire des foules. Donc, c'est spécifique. C'est personnel, mais c'est aussi spécifique en fonction de ta séance, de ce que tu vas faire, et de comment tu te sens, et de ton background, et tout ça. Est-ce que ça rentre dans le même truc que personnel? Je sais pas, mais je dirais spécifique aussi. Un peu. Il y a des trucs que tu as dit qui rentrent dans le mot personnel, mais il y en a d'autres qui rentrent dans un mot qui englobe encore mieux ce que tu dis. Ok. Ensuite, pour moi, l'échauffement peut aussi varier en fonction de l'environnement. C'est-à-dire si on est en été qui fait chaud, si on est en hiver qui fait froid, si ton corps est déjà chaud ou si t'es Mais froid, c'est si quoi t'es ça? préparé. Été, Bah, hiver, c'est quoi ça? pour moi, c'est l'environnement.
Non. C'est- Ou c'est les L'environnement, il saisons? est personnel, c'est toi qui le choisis. Bah, choisis pas qu'on soit en été ou en hiver. Oui, mais ça, c'est pas le cas personnel. C'est le cas qui est quoi? C'est le cas qui est... Hmm, bah, à l'opposé de personnel, du coup. Mais non, Euh, c'est temporel. Temporel. Ok. Ton Oui, échauffement, temporel. ton Oui. échauffement, il évolue en même temps que En- ta pratique et en même Oui. temps des choses, bah, du temps, Oui. en l'occurrence les saisons. Oui. Les Voilà. saisons, effectivement, ta pratique, au bout de 10 ans de street, tu feras peut-être pas les mêmes échauffements qu'au bout de un mois de street. Et même tout peut varier tout le temps, hein. Alors, rien n'est... Dans la vie, j'en profite pour dire que rien n'est constant, hein. Votre niveau n'est pas constant, votre prime n'est pas établi à vie, rien n'est constant dans la vie, donc comme votre échauffement. Apprécier. Et, euh, et oui, appréciez la vie. Et appréciez votre échauffement, voilà, aussi. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas faire d'échauffement, n'en faites pas. Bon voilà, en vrai, j'abandonne, T'en as deux? j'ab- j'abandonne les piliers. Non, bah on en est à deux ou trois du coup. Il y en a deux sur les quatre. Ah ouais, je suis loin de tout avoir alors. Bah, l'échauffement ensuite, il peut être personnel, temporel, On veut euh, quoi pour un échauffement? À quoi ça sert en fait? efficace, efficacité Ah mais à quoi ça sert de t'échauffer? Pourquoi tu t'échauffes en fait? Sinon, si tu pour t'échauffes pas, il se passe quoi? blessure. Voilà. Bah oui, mais ça j'en ai parlé. Pour moi, c'était dans personnel. C'est en fonction de si t'es blessé, si ton background. Non. Euh, L'échauffement, il sert à pas se blesser. Préventif. Ce qu'on veut, c'est pas se blesser. Oui, donc c'est préventif. Donc oui, voilà, ton échauffement, il est préventif. Il sert à te préparer pour pas que dans ton effort, tu te blesses. Voilà. Pas de blessure, que tu sois fort, le plus fort possible, le plus préparé possible. Bah c'est bon, c'est les Hmm, quatre. voilà. C'est être le plus fort possible. Un échauffement, il sert à pas se blesser, c'est-à-dire préparer au corps à bah voilà, parce que bah, on veut pas se blesser, hein. Je pars du principe qu'on en a pas envie. Si t'en avais envie, c'est que t'as peut-être un petit souci toc toc quoi. Bref, donc on veut ne pas se blesser. On veut quoi d'autre pour un échauffement? Bah, il sert à ce qu'on soit le plus fort possible, le plus performant possible. C'est un truc qui doit te permettre de justement faire tes meilleurs perfs. Sinon, ça sert à quoi? Donc, pas se blesser, être le plus fort. Et il est personnel et temporel. Personnel, bah, il est à adapter en fonction de chacun, en fonction de... Enfin, c'est le chacun, en fait. Là, le personnel, c'est beaucoup, beaucoup de choses. De situations, de la vie, de machin, ce que tu veux. Et temporel, il est pas figé dans le temps. Il est à adapter. Il faut pas se dire, ok, cet échauffement-là, je vais le garder toute ma vie. Peut-être que tu vas le garder toute ma vie, mais il faut constamment te remettre en question et savoir si, bah justement, en fonction des quatre autres trucs, des mouvements que tu pratiques, Hmm, est-ce que c'est toujours ça qui te permet d'être fort, hmm. de pas te blesser et qui est adapté à toi? Bah voilà, c'est la temporalité du truc et peut-être que tu t'échaufferas même pas forcément pareil en été qu'en hiver. Enfin Hmm. voilà quoi, tout ça. Ouais, Et voilà, chacun a son échauffement. L'échauffement des longues, c'est pas d'échauffement. L'échauffement de moi, c'est un truc de 7-8 minutes articulaire et voilà. ouais, et puis, du coup, dans ce que tu dis, il y a la notion de rituel dont je voulais parler, qui est hyper intéressante aussi. Rituel dans l'échauffement. Et par exemple, moi, il y a un temps où, en fait, à chaque fois que j'allais m'entraîner, je prenais une douche froide. Et c'était devenu un rituel, c'est-à-dire que il y avait la douche froide et après l'entraînement. Et tout le temps. Et je n'y manquais jamais, tu vois. S'il n'y avait pas de douche froide, je me disais, c'est mort. Je serais pas fort, je suis pas dans mon état. Aujourd'hui, je prends plus de douche froide. J'ai cassé ce rituel. Tu vois, je l'ai enlevé. Je me suis dit, ok, je vais tester sans. Parce qu'à un moment donné, j'en sais rien, tu vois. Et là, je m'entraîne sans douche froide. Et est-ce que je serais meilleur avec la douche froide ou pas? J'en sais rien. En tout cas, là, le rituel, il est plus là, tu vois. Il y a d'autres rituels. On crée chacun son rituel avant son entraînement, tu vois. Que ça soit mettre la musique, boire votre café, boire votre monster, écouter tel truc, penser à tel truc, visualiser tel truc. Souvent, il y a des rituels.
Et le pouvoir du rituel, il est très important. Ça entrecoupe avec ce qui est la notion d'habitude. Chacun a une habitude. Il faut aussi savoir les casser, changer ses habitudes, tester des nouveaux trucs. Genre tester, voilà, est-ce que je suis vraiment dépendant d'une douche froide pour pouvoir m'entraîner et être fort? Est-ce que je suis dépendant de la musique pour pouvoir m'entraîner et être fort? Est-ce que je suis dépendant de la caféine pour pouvoir m'entraîner et être fort? Tester des trucs, j'en ai déjà parlé. Mais voilà, en ce moment, par exemple, pour moi, il n'y a plus la douche froide, mais il y a toujours mon échauffement et ça se passe très bien. Et ça se trouve, à un moment donné, j'aurais envie de retourner à la douche froide et de diminuer l'échauffement ou de l'enlever, j'en sais rien, tu vois. Donc tester des choses et essayer de penser à ces côtés rituels qui sont très importants et qui, je pense, façonnent vraiment notre mental. Qu'est-ce qui fait? Mais oui, donc du Je, coup, je l'aspect vois que ça rituel, t'inspire. oui, et le rituel, c'est vachement important et bon, faut aussi le remettre en question de temps en temps quand même. Est-ce que j'ai toujours besoin de la douche froide? Tiens, je vais tester. Ah oui, c'est vraiment un truc qui m'aide et je le garde. Mais ouais, le fait de ritualiser, on se sert de l'échauffement pour ça. Ça te permet de vraiment te mettre dans le truc. Bah moi, typiquement, c'est ça avec la salle. En fait, c'est vraiment, j'ai connu les deux opposés avec la salle aujourd'hui et le street avant. Le street où j'avais quasiment pas besoin de rituel pour balancer un truc et à froid dans la rue, bim, c'est ma meilleure perf. Et aujourd'hui où je suis en mode putain, j'ai pas envie de m'entraîner, je suis naze, truc machin. Au moment où je rentre dans la salle et que caca, direct. Après, je me change, ou l'inverse, des fois, ça dépend. Et je vais à mon endroit où j'ai l'habitude à chaque fois et je commence à m'échauffer, à faire mon truc articulaire. C'est bon, je suis dans ma bulle, pardon. Et c'est le rituel qui commence et tout, tac, tac, tac. Et là, je me mets dedans Hmm. instantanément, fois 8000 et de plus en plus au fur et à mesure que l'échauffement avance et tout, quoi. Et après, bah c'est parfait, quoi. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je peux pas d'un seul coup bananer à froid n'importe quelle perf que je voudrais. Alors qu'en street Ouais, avant, vu que j'avais peu de rituels, bah je pouvais. c'est ça aussi. C'est que casser des rituels, ça a aussi. En fait, c'est intéressant la notion de rituel parce que d'un côté, ça peut être apparenté à une barrière, à un truc de putain, si tu Ouais. l'as pas, ça y est, le monde il est terminé, genre. Et le problème avec les gens qui ont trop de rituels, c'est que bah tu peux plus t'entraîner dehors, tu peux plus faire tel truc, et tu peux carrément te créer tellement de conditions dans ta tête Mm. que en fait t'es nul parce que t'es fort jamais. Et pour moi, une notion de quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est fort tout le temps. Ça, c'est intéressant. C'est un mec dans la rue, tu lui dis, vas-y, fais 10 push-up tout press, et il fait 10 push-up tout press. Pour moi, c'est impressionnant. C'est ce qui me motive d'ailleurs, et ce qui me donne là un peu plus envie de casser des rituels de plus en plus, et même des rituels d'échauffement et tout, de voir comment je me sens pour pouvoir fournir le plus de force possible, le plus souvent possible. Et d'ailleurs, tu m'y feras penser, ça serait cool qu'on parle un peu de Grise de Groove après. Et, euh, et donc voilà, ce que je voulais dire avec les rituels, c'est qu'il y a ce côté de barrière, ça peut vite être une barrière et des limites qu'on s'impose. Donc c'est pour ça que c'est important de apprendre à les déconstruire pour que ce soit plus des barrières mais des outils. Ça reste juste des outils, genre l'outil de la caféine. Genre ok, avec la caféine, je me sens bien, mais je peux aussi, je sais que je peux m'entraîner sans caféine. Pareil avec les douches froides, tout ça. Donc ça peut être des limites. Il faut pas que ce soit des limites, il faut que ce soit des outils. Et apprenez à les déconstruire. Et par contre aussi, ça peut vous permettre d'être bien plus fort et de rentrer dans votre entraînement quand vous en avez pas envie. Généralement, comme dit Nico, voilà, hop, tu rentres dans ton temple, tu rentres dans ta salle, ton cerveau il a switch automatiquement. Même si à l'entrée t'avais pas envie de t'entraîner, t'es dedans, maintenant t'as envie. Parce que t'es dans le rituel, ton corps il est habitué. Le corps il aime aussi les habitudes. Il aime qu'on s'entraîne tout le temps à la même heure. À 18 h, il va sécréter plus de je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a vraiment un truc de phénomène d'habitude. Genre, si t'es habitué à t'entraîner à 18 h, à 18 h, ton corps va être plus apte à faire diminuer les taux de fatigue, à augmenter les taux de testo, de concentration, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, l'habitude, c'est bien aussi. Mais il faut savoir aussi sortir de sa zone de confort. Tout ça, c'est un équilibre, hein. Comme on le dit souvent avec Nico, voilà, tout n'est qu'un équilibre. Il faut savoir gérer tout ça. Mais voilà, ce qui est intéressant avec un rituel aussi, c'est que vous pouvez euh, vous mettre dans votre entraînement les jours où vous en avez totalement pas envie. Bah, hop, douche froide. Voilà, vous avez tout oublié là, il y a que l'entraînement et c'est bon en fait, c'est parti.
Parce que ce qui est bien, il faut que je le rappelle aussi, qu'est-ce qui rentre dans une notion de rituel? C'est la notion d'action. Souvent, on n'a pas envie de faire les trucs et tout parce qu'on est dans un mode d'inaction. Mais dès qu'on est rentré dans une action, ça engendre l'autre action. Et souvent, dans les rituels, il y a cette notion d'action. Touche froide, café, aller à la salle, truc. Donc, action. Encore une fois, faire des choix, faire des actions, c'est ce qui nous fait avancer. Et donc, Grise de Groove, je sais plus si on en avait parlé dans les derniers podcasts. Qu'est-ce que tu penses du Grise de Groove? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le Grise de Groove? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce que c'est juste un risque de plus de se faire des blessures? Ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt nerveux? Et est-ce que ça va pas prendre de l'énergie sur le training? Est-ce que ça va... Pour qui? Pour quand? Comment? Ben oui, mais en Mais c'est fait, vaste. ouais, ça va. Mais c'est la meilleure d'entraînement du monde de la Terre. En fait, si tu peux t'entraîner à froid, sans échauffement, avec un truc minimal qui te permet de lancer des figures plus ou moins à la demande sur la journée, Grise the Groove. C'est le meilleur truc d'entraînement. Et c'est marrant parce que à mon époque, quand j'ai commencé le street, je le faisais inconsciemment et intuitivement. Et pourquoi je le faisais? Parce que je pouvais me permettre de le faire comme ça sur demande, je ne me blessais pas. Et aussi, enfin, je me suis blessé, mais j'ai choisi de m'adapter pour pouvoir lancer des moves à froid, parce que la finalité du street, pour moi, elle était en partie là-dedans. Et ça rejoint un peu le truc que tu disais tout à l'heure de un gars qui est fort, c'est un gars qui est capable de lancer sur demande, bim, comme ça, de performer et pas d'avoir besoin de son petit café, son petit truc et son machin Oui, c'est ça. Ça avant de devient vite machin. ridicule. Voilà. Mais et du coup, en fait, pendant longtemps et mes débuts street, en fait, j'ai grisé ce groove tout le temps en lycée. Vous verrez, j'ai une des premières posts sur mon Insta, c'est moi qui fais une foule en salle de perm. Et parce que je faisais des foules en salle de perm, et je faisais des foules et des straddles et des trucs à la cour de récré sur les bancs et les machins. Et alors je vous dis pas quand je bougeais en ville ou quoi, n'importe quoi, j'en faisais tout le temps. Bon, je me calmais, tu vois, et encore une fois, je gérais mon énergie, mais j'en faisais très souvent et je grisais ce groove n'importe où. En plus du training ou pas, quand il n'y avait pas de training, ou quand je savais que j'allais pas m'entraîner, j'en faisais dans la journée comme ça tout le temps, mais parce que j'étais passionné, parce que j'adorais ça, j'avais tout le temps envie d'en faire. Et c'est une méthode d'entraînement qui est vachement bien parce que, en fait, à chaque fois, entre chaque try, t'as reconstitué beaucoup d'ATP plus que quand tu fais un entraînement de 1 heure où tes premiers temps de repos qui sont les plus longs, tu prends 5 minutes. Donc, forcément, chaque try, t'es plus fort. C'est comme si tous tes tries de la journée, bien sûr, ton énergie elle baisse, mais tous tes tries de ta journée, c'est tous les premiers tries de tous Ouais. tes premiers tries de tes 7 entraînements quotidiens de la semaine, mais que t'as fait en une journée. Donc c'est comme si tu t'étais entraîné pendant une semaine, mais en une journée. Parce que rappelez-vous, c'est le 80-20. C'est tes 7 premiers tries qui représentent 20% de ton entraînement. Enfin, on va dire, je vais le dire comme ça, tes 2 premiers tries de ton entraînement. Ça représente tes 20% de ton entraînement. C'est ça, à la limite, c'est que ça qui compte. Tu vas le faire, tu t'entraînes 7 fois par semaine. Tu vas donc faire 7 et 7, 14. 14, en fait, sur ta semaine, ton 80-20 et ton 20% qui est utile, c'est 14 essais. C'est 14 essais. Allez, on va dire, tu te lèves de 10 heures à 20, allez, on va dire, tu te lèves à 8 heures, tu te couches à 22 heures, tu fais un try par heure, et en fait, t'en auras fait, ouais, c'est ça, de 8 à 22, t'as donc 14. T'auras fait 14 tries. À chaque fois, tes tries, ils valent le premier ou le deuxième de ton entraînement quotidien. Et donc, en une journée, t'as fait que ce qui comptait au lieu que t'aurais fait en une semaine. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant, Grise de Groove. Et autre truc,
Eh ben, c'est que dans la nature, ça fonctionne comme ça. On n'est pas fait pour fonctionner en mode un bloc d'entraînement de 1 heure, 2 heures. Alors ça marche, mais pour moi c'est limite et l'avenir c'est le grise, que ce soit dans le power, le street lift. Je kifferais avoir ma station de dips, mon rack et tout. J'en ferais toute la journée, je suis sûr, je serais trop fort et je pèterais mes perfs. Et pas que moi, et plein de gens. Et c'est un truc qui, j'espère, les coachs intégreront dans leur programmation, mais bon, on n'y est pas encore, hein, on est encore trop dans la prog machin, les blocs. Mais pour moi, l'avenir, c'est dans là-dedans. Et alors là, si j'ai des élèves que je peux coacher en grise de groove, en power, en street lift, dites-moi, là, je vais m'amuser avec vous. C'est parce que dans la nature, justement, ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas t'as des contraintes, t'as pas de contraintes, c'est aléatoire, il faut être capable de faire instantanément. Et c'est en faisant instantanément que t'es le plus fort. C'est pas en essayant d'intellectualiser et en faisant un bloc de 1 heure ou 2 heures que ça marche. Donc c'est deux trucs combinés qui font que bah c'est trop fort en fait, ça marche trop bien le grise de groove. Mais est-ce Et que du justement, coup, ça respecte encore plus la règle que je te dis à longueur de journée, la régularité. T'es plus régulier en faisant un petit peu, en faisant un essai toutes les 2 heures, qu'en faisant un bloc d'entraînement de 2 heures par jour. T'as plus de fréquence. Et t'es plus hmm, dans la régularité. Et oui, j'en parlais, je crois, de la fréquence dans le podcast. Je sais plus, les bases de l'entraînement un petit peu. Et du coup, c'est pour ça aussi que troisième truc qui fait que Grise the Groove, c'est magique. Parce que t'es plus dans la régularité, la fréquence. Et bah voilà, le corps, il réagit beaucoup mieux à ça. mais oui, bah ça je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que pour Hmm. marcher, t'as besoin de fournir 100% de ton intensité à froid sur chaque trail? Parce que moi, je sais que je ne pourrais pas. Enfin, que je vais avoir mal, tu vois. Ah bah après, oui, voilà, c'est ça. C'est que si t'as mal et que tu peux pas, bah non, tu fais pas. C'est pas une méthode que tu peux pratiquer. Sachant que Ou alors je pourrais, t'as quand mais même une comme tu... capacité d'adaptation, ça peut se travailler. C'est ça. Mais si en ayant travaillé, en essayant de t'habituer, trucs, machin, t'arrives pas à t'entraîner comme ça, bah c'est pas grave, tant pis, tu peux pas, tu peux pas. Mais c'est pour ça que moi je dis, tous les gens qui peuvent grise un peu, ben faites-le. Bah, parce que, par exemple, je pense que si je voulais le faire, par exemple, ok, demain, je commence à appliquer le grise de groove. Je pense que ça peut marcher si, par exemple, mettons, mon 100%, c'est 2 secondes tout press sol full. Je pense que ça peut marcher si je commence avec straddle tout press, tu vois, en grise de groove. Et peut-être que je fais straddle tout press trois fois le premier jour, et puis que au bout de quelques jours ou la semaine d'après, je vais peut-être commencer à m'habituer à forcer comme ça sur un 50%, on va dire, à froid. Et peut-être qu'après, bah, j'aurai une meilleure straddle ou un meilleur dead stop tout press et que après, bah, en fait, je vais pouvoir faire full. Et forcément, je pense que la loi de l'Hormèse peut s'appliquer à ça aussi. Et je pourrais enfin ouais, c'est la loi de l'Hormèse, adaptation, mes articulations vont s'habituer, mon corps va s'habituer à forcer à froid, parce qu'on s'habitue, comme tu dis, à aussi s'échauffer 45 minutes pour fournir 100% de son RM, tu vois. Mais on peut s'habituer aussi au contraire. Donc Après voilà, dans une à moindre tester. mesure, mais oui. Oui, C'est pour oui, ça que je vous dis, mais si tu... ouais. Est-ce que le fait d'avoir fait ça fait que mon travail à 100% durant mon training sera moins fort, Ah, tu vois? alors du coup, ça c'est... Il y a de... Ah, c'est compliqué comme question. Ça peut être oui, ça peut être non. Puis ça dépend comment est-ce que tu as grise dans la journée, si... puis à quelle intensité. C'est pareil, après voilà, on peut creuser et faire varier les intensités au cours de la journée. Est-ce que tu travailles plusieurs mouvements, plusieurs trucs, est-ce que tu forces tout le temps en pleine balle, est-ce que tu as Ouais. un entraînement dedans, enfin on peut mixer à l'infinité des trucs, hein. Ça peut partir loin en termes de programmation. Hmm. Est-ce qu'il te reste un peu de temps ou pas? Tu veux parler encore combien de temps? Bah, c'est un long sujet, du coup, c'est pour ça. Est-ce qu'on parle des purges et du décrassage maintenant, ou est-ce qu'on réserve ça Non, pour le prochain épisode? non, ouais, le prochain. Ouais, parce que ça, c'est un sujet que je veux Oui, qu'on là, rentre vaut bien mieux être, dedans, oui. et je me dis, ouais, ça, sûrement pour le prochain épisode. Ça sera hyper intéressant, les gars. On parlera du nerveux, de la gestion de repos, de quand est-ce que vous arrivez dans le rouge nerveusement, comment faire, que faire, comment adapter, comment Nico et moi, on a
nos façons de s'adapter à quand est-ce qu'on arrive dans le rouge, comment rebondir, comment actualiser son niveau. Tout ça, ça va être hyper intéressant dans le prochain podcast. Mais en tout cas, voilà pour Grise de Groove. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur Grise de Groove ou... Bah, en vrai, c'est un truc qui marche si vraiment t'as la passion et t'es passionné du sport et que tu kiffes. En fait, je me vois pas faire m'entraîner comme ça sans Oui, vraiment le être un forcer. mordu des planches, tu vois. Moi, je me suis Oui. entraîné comme ça parce que je faisais ça, mais sans en avoir conscience. Je l'ai fait naturellement, Hmm. intuitivement et sans me rendre compte. Parce que je Instinctif. débordais. Ouais, parce que je débordais Hmm. de passion. J'avais juste envie d'en faire tout le temps. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me prive? Je suis là, je suis en salle de perm, je fais rien. Pourquoi je ne ferais pas une foule? Ou deux, ou trois, Hmm. voilà. Bon, bah, je fais parce que je kiffe ça, tu vois. Et C'est, voilà. c'est vrai que c'est grave un truc des débuts des années du street, quoi. Quand tu commences et que t'es là, t'es fasciné par le mouvement et t'as juste envie de le faire tout le temps, quoi. Hmm. Tu vois, est-ce que enfin, en même temps, aujourd'hui, je m'entraîne plus du tout dans la même philosophie que je m'entraînais maintenant en style. J'allais dire, est-ce que je suis autant passionné avant que je le suis aujourd'hui dans ma pratique, du squat, du dips, de tout ça, pour pouvoir en faire du grease de groove? Je sais pas, j'ai même pas de réponse parce que je pratique plus dans la même philosophie d'entraînement, mais voilà, je pense que c'est quand même réservé à quelqu'un. Il faut vraiment que vous kiffez un minimum vos mouvements pour pratiquer cette méthode-là correctement. Hmm. Si vous êtes là, bah après ça dépend. Si vous êtes si vous êtes dans une période où ça vous fait chier de vous entraîner comme ça, de faire des blocs d'entraînement et tout machin, et que justement vous pouvez grise de goût, vous vous apercevez que vous arrivez à vous adapter et à pas vous blesser, et que ça, et que ça vous fait vous entraîner différemment, ça vous fait redécouvrir les mouvements, et que vous rekiffez en s'entraînant comme ça, en changeant un petit peu votre méthode d'entraînement, bah tant mieux. Et puis c'est pareil, enfin faut pas être et se dire ah bah c'est bon, je vais m'entraîner comme ça toute ma vie. Ça peut être une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, et puis après vous revenez à votre entraînement d'avant qui même vous a manqué. Vous apprenez à le réapprécier, à re-être en accord avec lui, et au final c'est bon, vous reprogressez et c'est reparti quoi. C'est toujours ça. Hmm. Oui, voilà, testez les trucs sur vous, voyez ce qui marche sur vous, ce qui vous plaît, et puis vous êtes totalement libre de changer les choses et d'y revenir plus tard ou pas. Je l'ai dit, il faut savoir se remettre en question, faut pas être borné. Tout est une question de juste milieu, de nuance, d'équilibre. Et voilà, il faut pas se dire, ah c'est bon, c'est ça, du coup je fais jusqu'à la fin de mes jours. Non, parce que ça peut être amené à changer. Et si c'est amené à changer et Dis- que toi t'es en mode, bah t'es dans le dogme et t'es dans l'extrême et que t'es bloqué, bah et que tu changes pas, bah ça va plus marcher en fait. Et si ça marche plus, bah t'es pas content quoi. Et C'est ce qu'on ça. veut, c'est être content. Du coup, bah, faut se remettre en question quand même de temps en temps. Bon, eh bien les amis, on arrive à la fin de ce podcast avec Nico. Merci à tous d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'envoyer à vos potes, à mettre 5 étoiles, mais surtout l'envoyer à vos potes, voilà, et à nous dire si vous avez aimé, si ça vous a plu. Donc, merci Nico pour ce podcast. Bah ouais, avec plaisir. Là, mon gars, je suis content. Là, il est carré dans l'axe, très toute forme le podcast. Là, En on était plus, concentrés, les gars. t'as un peu teasé le prochain podcast. T'as Ouais. dit purge, truc, machin. Ouais, c'est bien de. Tu vois, comme ça, on vous tient en haleine un petit peu. Tu vois. Hmm. Ouais, je pense que vraiment le prochain podcast, il peut être hyper intéressant pour tous ceux qui galèrent à gérer votre niveau d'énergie, à gérer son nerveux et tout ça. Euh, En plus, le podcast qui est sorti avant cet épisode-là avec Arjuna, on parle déjà un peu des chutes du système nerveux, des baisses de niveau, tout ça. Donc c'est une petite introduction Ah bah oui, au bah il a dû podcast. te dire. On a commencé à en parler, tu vois, sans trop donner de réponse. Donc ouais, la semaine prochaine, ce sera hyper intéressant. On va parler de cyclage de force, tout ça.
Donc voilà, ouais, très content de ce podcast, très concentré, on était bien strict form, bien holo. On va essayer d'augmenter à chaque fois la qualité de mieux en mieux, hein. Voilà. Eh ben, merci à tous les gars. Passez une bonne semaine, entraînez-vous bien. Oubliez pas la loi de l'Hormèse, entraînez-vous. Et puis bah portez-vous bien bah salut, à la prochaine. Bah allez là.